nous sommes le 16 janvier 2020 au domicile de Henri Tapia Herrero à Villeneuve-les-Bouleaux. Est-ce que vous pouvez nous donner vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît? Bon, alors je suis né le 15 novembre 1938 à Barcelone, sous les bombes, À Barcelone, sous les bombes. pendant un bombardement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos parents? Ce qu'ils faisaient comme métier? Quand est-ce qu'ils étaient nés? Ah bon, alors quand les noms de la date de naissance, c'est difficile. Non. Enfin, mon père, de côté de mon père, nous sommes issus d'une famille extremeña, Extremadura. Mon grand-père, pardon, était garde civil. D'accord. Par conséquent, ils ont immigré, pas immigré, disons, qui été transférés à Madrid. Madrid, de côté de la Arganda del Rey, là, dans un petit village qui s'appelle La Poveda. Et mon père est né à Madrid, à Arganda del Rey, à côté. Voilà. Du côté de ma mère, ils sont issus d'une famille du côté de Salamanca. D'accord. Ça s'appelle Val de Carros, en haut des cimes de la Sierra de Guadarrama, au fond de la Sierra de Guadarrama. Ça fait que d'un côté, un extremeño, de Villanueva la Serena, du côté de mon père, et du côté de ma mère, des gens du côté de Salamanca, de Castilla, je crois que c'est Castilla la Vieja, je crois. Voilà. D'accord. Alors, et votre père, donc là, ils sont à Barcelone, au moment où vous naissez. Que fait votre père comme métier? Alors mon père, du côté de mon père, et au départ, il était moldéador. D'ailleurs, il s'occupait de cette fameuse machine en question, une machine, un alternateur qui alimentait, c'est une espèce de machine à vapeur avec une grande courroie qui alimentait un alternateur. Et mon père s'occupait de l'entretien de cette machine en 1900. Il avait à peu près déjà 28 ans, 25 ans. Depuis tout petit d'ailleurs, il a travaillé dans la machine, dans la fabrique de sucre de la Poveda, d'où cette machine a été créée. Voilà. D'accord. Oui, donc il a très tôt travaillé, votre père. Dès, je crois, 14 ans ou 12 ans, il a déjà commencé à travailler. Dans cette fameuse fabrique de production de sucre de la Poveda. Voilà. Et ensuite, il va changer de métier? Il va continuer? Non, pas du tout. Changer de métier, non. Il a duré, à partir de 20 ans, 22 ans, il s'est engagé. Il s'est engagé dans l'armée de l'air. Et il est allé, disons, faire ses premières classes à Cuatro Vientos, à côté de Madrid. D'accord. D'où là, après, ensuite est arrivée la guerre civile, en 1936. Par conséquent, en 1936, il s'est engagé pour partir au front de la Sierra de Guadarrama, à Peguerinos. Il est parti là-haut. D'accord. Il a été blessé, il a été récupéré, il est revenu à sa base initiale de Cuatro Vientos. Et de là, il est parti à Murcia à la base aérienne de Murcia, voilà, à Los Alcázares. D'accord. Il connaissait déjà votre mère à ce moment-là? Certainement. D'accord. Puisqu'un an après, en 1937, je crois, ils se sont mariés. D'accord. Donc ils connaissaient, mais ils devaient déjà connaître ma mère. D'accord. Il a connu ma mère, il s'est marié. Ils m'ont fabriqué, disons, à Los Alcázares, là-bas. Et je suis né 19 mois après, en 1938, à Barcelone. À Barcelone, voilà. D'accord. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait un travail ou... Eh bien, ma mère, elle a un parcours assez intéressant dans le fond. Et j'en parlais souvent avec M. Almalric, là. C'est que ma mère, elle est née en 17, elle. Elle avait 50 de mon père. Toujours pareil, même village que mon père, elle est née. Une à Herrero. Et disons, toute jeune, vers 15 ans ou 16 ans, elle est allée, à l'époque, on plaçait les jeunes filles dans les maisons de vous savez, qui avaient beaucoup d'argent. Et comme mes grands-parents, du côté de ma mère, mon grand-père était garde forestier dans la province de Madrid, à Arganda, la partie du village de mon père, la Poveda, il y avait un grand espace où c'est que les seigneurs et tout, à l'époque, venaient chasser. Par conséquent, c'était une zone de chasse, et mon grand-père était là comme gardien. Par conséquent, on arrivait un tel, et souvent, il y avait quelqu'un, pour ne pas le citer, il y en avait un qui venait souvent, c'était M. Queipo de Llano. Queipo de Llano, à l'époque, il était socialiste. Et Queipo de Llano, il restait manger avec mes parents. Avec ma grand-mère qui faisait la cuisine, quand ils avaient tué un gibier ou quoi que ce soit, ma grand-mère faisait la cuisine. Et ce Queipo de Llano, plus tard, il est rentré au service de Franco. Et c'est lui qui donnait les ordres de tuer les gens à Séville, Queipo de Llano. Par conséquent,
ma mère, mes parents, déjà à l'époque, avaient une certaine relation avec certains futurs de haut placés, et notamment Capo de Llano, qui est un Mandi, quoi. Mandi. Bon, ensuite, du côté de Capo de Llano, bon, ça a été fini, mais entre-temps, peut-être avec les relations de Capo de Llano et autres, ma mère a pu rentrer chez les Azaña, le futur président de la République espagnole. Elle est restée chez lui que 5 ans. Elle était doncella. On appelle doncella, c'est-à-dire une personne qui s'occupait de tout. Comme elle est très, très avenante, ma mère était très intelligente. Et elle a appris à écrire, elle a appris disons, à parler correctement. Elle a appris la couture, qui lui a servi plus tard. Et tout ça pendant 5 ans chez la famille Azaña. D'accord. Voilà. Du coup, ma mère s'est mariée. Ben oui. Direction l'Extremadure, pas l'Extremadure, non, Murcia, et la base aérienne de Los Alcázares. Oui, là, elle a suivi votre père. Là où mon père avait été nommé avec, grâce à l'intermédiaire d'un monsieur qui comptait beaucoup pour nous, le teniente colonel, le lieutenant-colonel Dominguez Olarte, qui l'a toujours épaulé et qu'on a pu retrouver ensuite à Toulouse. Et là, ça suivra avec lui pour autre chose. Pour autre chose, d'accord. Et donc là, à partir de 36, vous dites que votre père s'est engagé. Est-ce qu'il vous a un peu parlé de la guerre d'Espagne? Est-ce qu'il vous l'a un peu raconté? Ce qui s'est passé très peu, mais enfin, il m'a raconté que quand il a été blessé, évidemment, avec son copain à lui qui avait les tripes à l'air et tout, lui aussi a été blessé. Il m'a parlé d'une anecdote qui m'a toujours, disons, pas intrigué, mais que j'ai toujours mis en évidence avec d'autres par la suite à Barcelone, c'est le comportement des Catalans pendant la guerre civile espagnole. D'accord. Alors, il m'a raconté qu'ils avaient fait venir je crois que c'était des guardias d'assalto, des gardes d'assaut de Barcelone pour reconquérir un pic du côté de Peguerinos. D'accord. Et alors, ils avaient, ceux de Madrid avaient conquis le pic, et puis ils avaient fait la relève avec les gardes d'assaut de Barcelone. Et dans la nuit, les gardes d'assaut de Barcelone, ils sont partis en courant. Ils sont partis en courant parce qu'ils se sont fait dégommer de là-haut. Et puis en partant, ils ont dit comme ça, non, c'est pas notre guerre à nous, on revient en Barcelone. Ça, c'est pour l'interrogation. Qu'à votre père, vous avez raconté ça. Bon, une des histoires, parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi la fameuse histoire de l'alcalde de Peguerinos, le maire de Peguerinos. Mais quand ils ont investi Peguerinos, quand ils ont pu le reprendre, il y avait le maire qui était là. Et ce maire, apparemment, il était collabo avec Franco, et ainsi de suite. Bon, apparemment. Alors, il voulait le fusiller, ce gars-là. Et mon père, à ce moment-là, il a dit, non, on ne va pas le fusiller, il faut le juger d'abord. Et une fois qu'il sera jugé, vous le fusillez si vous voulez. Alors, les gars qui étaient là, c'était comment ça s'appelle ça, il y avait de tout, il y avait des sénétistes, surtout. À cette époque-là, il y avait des sénétés, il y avait des communistes. Il n'y avait pas de hiérarchie vraiment établie. Par conséquent, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. On va le fusiller. Alors, si jamais tu ne te sors pas, on te fusille à toi aussi. Et mon père n'a pu rien faire. Ils l'ont fusillé. Voilà, une des anecdotes que me racontait mon père sur la prise de Peguerinos. D'où, alors le plus fort, c'est que plus tard, quand il a voulu revenir en Espagne, les autorités lui ont dit, non, monsieur, vous êtes condamné à mort. Ah bon, et pourquoi? Ça, il l'a su ici au consulat, je crois, parce que vous avez tué l'alcalde de Peguerinos. Mais non, je n'ai pas tué, au contraire, je voulais le sauver. Je voulais le sauver. Oui, mais vous avez une autre, vous avez tué aussi l'alcalde de Móstoles, c'est-à-dire le maire de Móstoles. Moi, je n'étais pas là, moi. Comment voulez-vous que je le tue? J'étais, disons, à Murcia. Vous voyez, comme quoi... Les informations... et par rapport à la guerre en Espagne, les parents de votre père et les parents de votre mère, est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour eux? Bon, ils l'ont passé très très mal, surtout du côté de mon grand-père. Hein. Mon grand-père paternel. Paternel. Puisque compte tenu que mon père était dans l'armée, il était du côté disons, du gouvernement. Quand ils sont arrivés, en 40, à la fin de la guerre, ils l'ont mis en tôle, mon père.
Mon grand-père, pardon. Votre grand-père paternel. Mon grand-père paternel, ils l'ont mis en tôle. Carrément, pourquoi et comment, on ne comprend pas, parce qu'il n'avait jamais rien fait. Mon grand-père était garde civil à l'époque. Par conséquent, c'était quand même quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Mais par la suite, j'ai appris pourquoi. Pourquoi on l'avait mis, disons, en prison. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, mais les femmes, vous parlez trop. Vous êtes beaucoup plus vindicatives que les hommes. Par conséquent, ma grand-mère, au début de la guerre civile, elle a dénoncé certaines personnes. Ça, je l'ai su après, par mon cousin. C'est malheureux à dire. Hein. Elle avait émis certaines idées. Et les gens s'en sont souvenus à la fin de la guerre, à la guerre civile. Par conséquent, votre grand-père. c'était le rendu de la monnaie de la pièce. Terminé. Et votre père et, du côté de oui. du côté de mon grand-père, c'était ça. Il est resté en prison pendant 5 ans, je crois. Et là, il est ressorti à moitié aveugle. Du côté de Madrid. Et du côté de mes parents, de ma mère, oui. les Herreros, mon grand-père, il avait une petite maison, la casita du comment s'appelle, du Garda Forestal, à côté de la Poveda, juste à côté. Et on en revient aux Tchékas. C'est-à-dire ces fameuses groupuscules révolutionnaires formés de communistes, de sénétistes et tout ça, d'anarchistes, qui parcouraient la campagne à la recherche d'individus plus ou moins... Et alors un soir, voilà qu'on sonne à la porte de mes parents. Toc, toc. Toc, toc. Oui. Ils ouvrent. Oui. Ils voient des militaires, des trucs, des machins. Et une camionnette. Et alors, ma grand-mère dit, ah, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, on vient chercher un tal Herrero, Manuel Herrero. Ah bon, Manuel, bon, mon père. Et alors, ma grand-mère, elle fait la relation entre les gars et la camionnette. Alors, c'est la camionnette de la muerte. La camionnette de la mort qui arrive pour te chercher. Et alors en Espagne, les gens, ils ont beaucoup de surnoms. Et mon grand-père, on l'appelait Ménéa. Pourquoi on l'appelait Ménéa? Parce que le père, à lui, avait une churreria. Il faisait des churros. Il faut les remuer, les churros, comme ça. Et alors, chaque fois que les gens passaient, il appelait Ménéa, tourne le churro, Ménéa. Et le nom de Ménéa lui est resté. À lui et à mon grand-père, Ménéa. Et quand on l'appelait dans la rue, ah Ménéa, comment ça va? Comme moi, si on m'appelait, je sais pas moi, Tartampion, ou mieux. Ça fait qu'ils arrivent et ma grand-mère commence à dire, Ay Ménéa, que te van a matar. Ay Ménéa, on va te tuer. Alors le gars qui était là, j'en parle de ça parce que les guerres civiles, c'est terrible. Il y a de tout. Et la pauvre femme dit, Ay Ménéa, que te van a matar. Ah Ménéa, on va te tuer. Et alors, le gars qui était là, qui est le chef apparemment, il dit, mais comment vous vous appelez? Vous appelez Ménéa ou vous appelez Herrero? Alors, ma grand-mère lui explique, écoutez, moi je m'appelle Ménéa parce que c'est un apodo, c'est un surnom que j'ai. Et l'autre il réfléchit, mais moi ici, alors lui il venait de Vallecas, le gars avait la camionnette de la muerte, la camionnette de la mort, il venait de Vallecas, un petit village extérieur à Madrid à l'époque, où ça veut dire qu'il y avait toute la racaille de Madrid, là, toute la racaille. Bon. C'était pas un quartier bien renommé. Alors ça fait que il dit, mais moi j'ai un familial qui s'appelle Ménéa. Alors c'est moi. Comment c'est toi? Tu t'appelles Ménéa, tu es un tel, tu as des parents à Bayek? Oui. C'était son cousin qui venait le chercher pour le tuer. Alors ils ont fait le point, ils ont dit, mais pourquoi tu viens me chercher? Eh bien parce que tu as été tu as été dénoncé par un tel, parce que tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais je n'ai rien fait du tout. Est-ce que tu dois de l'argent? Mais oui, il me donne les sous. Alors le gars, il l'avait dénoncé parce qu'il devait des pognons. Voilà. Il s'en est sorti parce que, à cause de son vous voyez comme quoi c'est bizarre. D'accord. C'est une anecdote entre autres. Oui. Mais du coup, sur vos grands-parents des deux côtés. Et pour vos parents, donc... Ben, mes parents sont partis, on les a plus revus. Dès qu'ils se sont mariés en 1937, oui. Mon père et ma mère, on les a plus revus. On les a plus revus jusqu'au temps que mon père est revenu, après en 1954. Une fois qu'il a été, disons que lavé de tout soupçon de crimes de guerre. Voilà. Et donc la fin de la guerre d'Espagne pour vos parents, comment ça se passe? Eh bien, mes parents sont d'ici. Et eux là-bas, on ne sait pas. Hein.
on leur envoie des colis qui arrivent, qui n'arrivent pas depuis la France. Hein. Mais enfin, nous, on n'était pas au courant. Les seules informations qu'on avait, et j'en reviens toujours au même, c'était pas la radio. Et la seule radio que nous avions, c'était Radio Andorre, qui n'émettait pas grand-chose. Hein. On y reviendra à cette histoire de Radio Andorre. Parce que maintenant, on va terminer l'histoire. On va attendre, d'accord. Donc, vous naissez en 1938, à Barcelone, sous les bombes, comme vous le dites. 3 fois. 3 fois? Et oui, parce que 3 fois, ma mère commençait déjà à avoir les os et tout, et puis les avions arrivaient, Las Pavas. Les Pavas, ils appelaient ça les fameux dorniers allemands avec les 2 moteurs et tout, qui arrivaient pour bombarder, ou alors les avions italiens. Et alors, chaque fois, bon, alors il fallait aller au refuge, parce que moi, je suis né à Barcelone, mais je suis né dans le quartier de Pedralbes, le Bruch. Pedralbes, c'est l'endroit, un quartier riche, de l'époque, où ça fait que il y avait le palais des rois. Et à côté du palais des rois, il y avait une caserne qui s'appelait El Bruch. Moi, je suis né au Bruch, là-dedans, qui était bombardé constamment. Voilà. C'est pour ça que chaque fois que ma mère allait accoucher, les avions arrivaient, hop, moi je suis rentré dedans, mon pauvre. À la 3e fois, je suis sorti. Alors, comme je le disais souvent, je suis sorti avec une envie de vivre, je ne peux pas possible. Pour vos parents, juste après votre naissance, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Eh bien, pour la première naissance, ça a duré du 15 novembre jusqu'au 6 février. Bon, ils sont restés à Barcelone. Mon père, il était chef de l'intendance. Par conséquent, il fallait alimenter encore les troupes. Il y avait eu la bataille de Teruel. Et la bataille de Teruel, sur le Teruel, il y a eu le passo de l'Èbre, tout ça. Ma mère était là. Et mon père, évidemment, chef d'intendance, là aussi. Et puis, sans plus. Bon, je ne vais pas vous raconter les histoires encore avec les Catalans. Le fait que quand il allait chercher du ravitaillement, il ne voulait pas laisser. Il n'y avait rien du tout pour les troupes. Ah oui, il ne voulait pas lâcher, il ne voulait rien lâcher. Ou alors quand mon père leur parlait, il leur parlait en catalan. Et mon père leur parlait en espagnol, il leur disait « Parlez-moi en espagnol, je ne comprends pas ce que vous dites ». Et il continuait à parler en catalan, même à l'époque. Comme quoi, c'est ancien tout ça. Et mon père a été obligé de réquisitionner. Si vous ne me donnez pas le matériel que vous avez pour la troupe, pour la bataille de Teruel, je vais vous réquisitionner le matériel. Et alors, il a envoyé la troupe, il a réquisitionné le matériel, hop, direction le Bruch, où c'est qu'après, ça partait sur le front. Mais ça c'est arrivé 2 fois à mon père, cette histoire. Donc là, il est intendant, donc il fait son travail. Et en février? Et alors, 7 jours avant, combien de temps avant, je ne sais pas exactement. Parce que mon père, comme il avait la possibilité d'avoir disons qu'il avait à son compte aussi le service hippomobile de la caserne. Il a pu disposer d'un camion, et il était chargé d'amener toutes les archives de la République dans le camion. Par conséquent, on a pris le camion, il a pris le camion avec son chauffeur, ma mère, mon oncle Manolo et moi, direction la frontière. Quand Franco a passé l'Èbre, comme on voyait que ça ne tenait plus maintenant. Et quand il est rentré dans Barcelone, déjà mes parents étaient déjà partis pour moi. Par conséquent, ça a duré combien de temps? Je ne sais pas, j'en sais rien. Enfin, grâce à la camionnette de mon père, et en plus, disons que... Alors, notre anecdote avec cette histoire de Catalan. Il arrive avec le camion du côté de... Comment ça s'appelle? Avant le Pertus, comment ça s'appelle le village, la ville qu'il y a un petit peu avant. Et quand on est allé à Barcelone avec mon père, en retour, là, il y a peu de temps, il m'a dit, tu vois ce magasin qui est là, je suis allé chercher du sucre pour la troupe, il me manquait du sucre pour la troupe. Ils ne voulaient pas pourquoi, ou autre chose. Ils n'ont pas voulu me servir. J'étais obligé à nouveau de faire intervenir la troupe pour pouvoir réquisitionner ce qu'il y avait. C'est terrible. Bon, je reviendrai plus sur ce type catalan. Alors, le passage de la frontière, bon, oui. grâce au camion, on pouvait disons, récupérer quelques gens au passage, quoi. Bon, il était plein. Et moi, j'étais dehors avec mon père, ma mère et mon oncle, bien au chaud. Et j'avais 3 mois. Oui, vous étiez tout petit. 3 mois, tout petit. Ma mère me le racontait, parce que mon père ne me parlait pas beaucoup de ça. Et au passage, on avait récupéré une dame qui s'appelle Angela Torres, qui était
pour ainsi dire, ma seconde mère, quoi. Pendant que ma mère cousait, c'est elle qui s'occupait de moi, ainsi de suite. Voilà. Et Angela Torres, c'est avec elle que j'ai connu, que j'ai pu reconstituer beaucoup de, disons, d'éléments concernant ma vie après le passage de la frontière. D'accord. Alors on arrive à la frontière, là évidemment mon père il peut passer avec le camion, puisqu'il avait un camion, il fallait bien le dégager, et on se retrouve au boulot. Au boulot, alors là, tout le monde d'un côté et de l'autre, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, moi je reste avec ma mère au début, ma mère et mon père, oui parce que le tri n'avait pas été encore fait, ma mère, mon père et tout, on se retrouve sur la place du boulot. D'accord. Mon père ayant dégagé le camion, alors mon père, ma mère, mon oncle, moi et moi. Voilà. Et Angelita Torres. Mais Angelita Torres, je ne sais pas si elle était encore avec nous. Oui, elle devait être là. Mais pas sur la place du boulot. Et alors, sur la place du boulot, évidemment, à ce moment-là, mon père, il dit, mais il réfléchit comme ça, il dit, mais moi, j'ai un passeport. Avec ce passeport, je peux aller où je veux. Il croyait. Et alors, il dit à ma mère, écoute, tu restes là, sur la place de boulot, tu restes là, je vais aller au consulat, je vais faire viser mon passeport, et on pourra partir à Toulouse. Parce qu'à Toulouse, on aurait eu un pied-à-terre avec la famille Benavides, qui étaient des amis à nous sur Toulouse. Bon, très bien, mon père, il s'en va, il nous laisse la place de... Et entre-temps, bon, il y a une dame qui passe, qui nous voit et qui dit « Ah, pauvrette, pauvrette », elle est comme ça, en catalan, pauvrette, en catalan. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ainsi de suite. Ma mère était maigre, la pauvre. Moi, je faisais que brailler, j'avais une fringale terrible, j'avais rien à manger. Et alors, je crois que c'est à ce moment-là qu'elle nous a donné des farinettes à manger, un truc comme ça. Je ne m'appelle pas exactement. Elle dit qu'est-ce que vous faites là? Alors, le peu qu'elle parlait espagnol, la dame, parce qu'elle était catalane, elle comprenait. Eh bien, je suis en train d'attendre mon mari, il est allé au consulat pour faire les papiers pour partir, et ainsi de suite, et je vois qu'il ne revient pas. Alors la femme me dit comme ça, ah, bon, écoutez, je vais m'occuper de vous. Je vais voir mon mari, et si jamais il est d'accord, on va vous prendre avec nous. Elle est partie. Mais mon père, entre-temps, il est parti de son côté pour faire viser son passeport au consulat. En sortant du boulot, en direction Perpignan, il est arrêté par un soldat, il dit, alors mon père dit, le consulat. Alors le gars le prend, il dit, oui, venez ici, venez, c'est là le consulat. Alors c'était un grand portail, d'ailleurs quand ils ont fait au conseil départemental, quand ils ont fait une émission sur de la retirade, là, je me suis retrouvé devant ce portail, en photo, que je ne connaissais pas, dans un film qui se faisait tourner. Et puis je dis, mais c'est là qu'il était mon père. Alors le gars lui dit comme ça, mais c'est là. Alors un grand portail en bois, fermé. Il dit voilà, il ouvre, rentrez. Mon père il rentrait, et c'était tous les gens qui récupéraient à droite et à gauche, qui traînaient, il les mettait là-dedans, dans un corral de vacas, une cour à vaches. Mon père se retrouve là, coincé, enfermé, terminé. Et ma mère qui l'attendait, avec moi. Et mon oncle. Mon oncle qui avait à l'époque 13 ans. Corral des vacas, ceci et cela. Entre-temps, ma mère reste sur la place du boulot. Elle se fait récupérer par la troupe qui amenait les gens à la gare. Par conséquent, elle se retrouve à la gare. Et puis, le soir même ou le lendemain même, direction le refuge Le Condon. Un refuge, c'est pas un camp de concentration. Oui, non, hein. Bon, par conséquent, ma mère, mon oncle, moi et l'Angelita Torres, hop, dans le train, direction Condom. Mon père, dans le corral des vacas. Alors, à ce moment-là, tous les gars qui sont dans le corral des vacas, dans la cour à vaches, ils sont groupés, direction le camp pas d'Argelès, l'autre, alors bon, comment il s'appelle l'autre camp? Saint-Cyprien. Mais ça, je ne m'appelle plus le nom. Bon, direction le camp. Saint-Cyprien ou un autre? Saint-Cyprien, voilà. Saint-Cyprien. Le premier c'est Cyprien, il a fait les deux, Saint-Cyprien et Argelès. C'est Cyprien. Bon, mon père est en train de calculer, ma femme qui était en train de m'attendre au boulot, avec les gosses et tout, moi je suis ici. Alors, ils se mettent en colonne, tout le monde, là, allez hop, direction le camp.
Et mon père, à un moment donné, il se dit, il faut que j'aille, je ne vais pas laisser ma femme comme ça. Et il trouve l'opportunité, à un moment donné, qu'un gardien ne regardait pas ou autre, il se jette sur le bas-côté de la route, dans le fossé. Tout le monde passe, mon père peut revenir, il revient sur le boulot. Il arrive à la place du boulot, personne. Ma mère était partie, plutôt elle était amenée par la troupe à nouveau pour aller à la gare et direction Condom. Mon père arrive là, et ma femme sait qu'elle est, et ma femme sait qu'elle est, ainsi de suite. Désespéré, je ne sais même pas si c'est pas à ce moment-là qu'intervient cette femme en question, Madame Matteux, elle s'appelait Madame Matteux. Alors elle dit, qu'est-ce que vous cherchez? Ma femme qui était là, ainsi de suite. D'après ce que j'ai compris, Madame Matteux lui a dit, mais elle est partie avec la troupe là, à la gare. Et à la gare, on ne lui a pas dit que c'était Condom ou quoi, elle ne savait pas, hein, c'était Condom. Alors il dit, bon, mais j'ai plus qu'à revenir. Alors de lui-même, il est revenu au camp. Mais il a dit, alors, sa façon à lui de dire, moi je suis revenu au camp tout seul, on ne m'a pas amené. C'est de mon propre chef que je suis revenu au camp, parce qu'il aurait pu ailleurs, s'il avait voulu s'échapper. Moi je suis revenu au camp, moi. Par conséquent, il rentre au camp, on ne sait plus rien. De lui, on ne sait plus rien pendant 6 mois, 7 mois, on n'a rien su de mon père. D'accord. Votre mère n'avait pas de nouvelles de son mari. Il est rentré dans le camp. Ma mère, de son côté, Condom. Et c'est là que je reprends le thème raconté par ma mère, raconté par Angelita. Moi, ça s'arrête, de côté de mon père, ça s'arrête au camp de Saint-Cyprien. Parce qu'il ne vous a pas raconté, votre père? Si, après, il m'a raconté Saint-Cyprien, il m'a raconté Argelès. Je ne vous dis pas, on en a pour 5 heures ici. Bon, alors, ça fait que Condom. Alors sur Condom, on a été accueillis par la mairie de Condom qui était du côté socialiste, qu'on a très bien accueillis, à part qu'on était dans un garage. On a été accueillis dans un garage où il y avait à peu près 150 personnes. On dormait sur la paille, on dormait sur la paille. Dans un garage aménagé, le garage bleu, qui appartenait d'ailleurs à un coureur d'automobile de l'époque, M. Louda, voilà. Que j'ai pu retrouver il y a très peu de temps, quand je suis revenu à Condom, parce que je voulais savoir à tout prix où une photo, qui est sur le livre d'ailleurs, une photo, qui était prise à côté d'un monument, là, que je ne savais pas ce que c'était, à côté du monument aux morts. C'était la place du monument aux morts de Condom, que je ne savais pas, et que j'ai retrouvé. Et l'endroit où il y avait le garage, maintenant c'est le Crédit Agricole qui a. J'ai essayé de voir si jamais je pouvais retrouver les propriétaires pour leur demander des photos de l'époque, rien du tout. Pas plus. Par conséquent, autre chose à Condom, quand je suis revenu, j'ai voulu savoir aussi que, d'autres photos que j'ai là, il y avait un endroit où c'est qu'on allait manger tous les jours. On allait manger tous les jours. Et c'était l'école, une école qui s'appelait l'école. Ça ne me revient pas. Et je suis allé à l'école. J'ai retrouvé les trucs tels que c'était. Les pilastres sur le côté et tout. Magnifique. Et les gens, ils me regardaient, ils me demandaient, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ah bon, vous étiez, ah bon. Alors j'essayais de contacter les gens dans le secteur. Voilà que je me trouve, pour en revenir pour plus tard, aux guerres intestines entre républicains. Alors, on était devant le monument aux morts, là, et je vois une femme qui est là, et je commence à lui parler. Vous ne connaîtriez pas, madame, quelqu'un qui était dans l'époque, qui habitait ici dans le secteur? Non, si, moi j'étais là, j'habite un peu plus loin. Mais dit, vous êtes d'origine espagnole? Oui, elle m'a fait la faute. Je dis, oui. Ah bon? Ben oui, moi, vous voyez, madame, j'étais là, à tel endroit, ainsi de suite. On parle avec. Ça avait l'air très intéressant. Elle était née plus tard, elle était née en 44. Et alors moi, comme je suis curieux, j'ai dit, mais votre père était socialiste, il était. Ah non, mon père était communiste. Du coup, ça y est, communiste. Alors il me dit, oui, alors mon père, moi, était socialiste. Et c'est dit, ah oui, les socialistes, c'est vous qui nous avez fait perdre la guerre. J'ai compris. J'ai dit, c'est pas peine de continuer à parler. On va se refaire. Et cette bonne femme, j'ai pris dans le reste, je ne l'ai plus rappelé. Même là, vous voyez, on aurait pu faire à Miami, essayer de comprendre les choses. C'était combien de temps après ça? Mais maintenant, il y a 3 ans. Oui. Rendez compte.
67 ans après, encore, Oui, cette chose, espèce de truc, comme quoi c'est difficile de vivre. Et des trucs qui sont incompréhensibles qu'on arrive à une époque maintenant, qu'on n'arrive pas à comprendre. Que Staline a été le pire des assassins qu'on ait connus, celui qui a tué le plus de bonhommes avec Hitler. Et Franco, il passe à côté, l'attrape, Mussolini, lui, il est passé il a eu son compte. Enfin, il y a des trucs que je ne comprends pas. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Du coup, là, vous étiez dans ce garage. Il y a votre mère. Oui, il y avait ma mère, on était 150 à peu près. Oui, alors, là, il y a aussi l'autre anecdote. Dans ce garage, vous vous rendez compte qu'il y avait 150 personnes au moins là-dedans. Il y avait 150 personnes, tous des exilés espagnols. Tous des réfugiés. On appelait ça un refuge. Oui, c'est ça, un refuge. Ce n'était pas un camp de concentration, il n'y avait pas des baïonnettes à la porte, ni quoi que ce soit. On pouvait l'évacuer à droite et à gauche. C'est pas le problème. Moi, je me baignais dans la rivière, paraît-il, c'est là qu'on me lavait parce qu'il n'y avait rien du tout. Et alors, une anecdote, c'était. Vous savez que l'aviation espagnole, ça s'appelait la Gloriosa. Quand il y avait des gens qui parlaient de l'aviation espagnole, c'était la Glorieuse, la Gloriosa. Et ma mère m'appelait la Gloriosa. C'est un truc que m'a raconté ma mère souvent, parce que chaque fois qu'elle me prenait dans les bras, elle me dit « Ah, mi Gloriosa, ma chérie », on peut dire plus que ma chérie, ma patrie, si vous voulez, bon, la Gloriosa. Et alors, il y avait beaucoup de petits là, qui braillaient la nuit et tout. Alors il paraît que moi, j'avais une faim terrible. Je mangeais les farinettes avec 2 cuillères, d'un côté et de l'autre. D'un côté, l'Angelita, Torres, et ma mère d'un côté, des farinettes. De manière, j'étais maigre comme un clou. Oui. Après, j'étais gros, je ne sais pas combien. Enfin, ça fait que cette petite anecdote, c'est ma mère qui me la raconte, c'est que tout le monde braillait là-dedans. Et la nuit, les gens voulaient dormir, malgré que ce soit sur la paille. Et alors, on disait, qui c'est qui pleure? Un tel, qui la ferme, qui se caille, qui la ferme, qui se taise. Alors, pas un autre qui crie, ah, qui se taise. Et alors, maintenant, moi, je crie, moi aussi, je braillais. Elle dit, qui c'est qui pleure maintenant? Mais c'est la Gloriosa. Moi, ah ben, il peut continuer. Ah. C'est pour vous dire l'amour qu'avaient les Espagnols pour l'aviation espagnole. Parce que quand elle arrivait, l'aviation, le côté républicain, évidemment, qu'ils appelaient la Gloriosa. Parce que quand elle arrivait, c'était vraiment pour dégager toutes les. Ils étaient pratiquement annihilés tous. Et quand l'aviation arrivait, avec les fameux avions russes, les Polikarpov I-16, qu'on appelait les Moscas, ou les Chatos, c'était la libération. Alors ma mère m'appelait la Gloriosa. Voilà. C'est pour la petite histoire. Et est-ce que votre mère vous a raconté comment est-ce qu'ils mangeaient, d'où venait la nourriture lorsqu'ils étaient dans ce refuge? Ah mais la nourriture, on était servi à la cantine. Ah oui. À la cantine, la fameuse école. C'est ça. Je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. Non, mais une école qui était. Il y a une école qui était à peu près à 200 mètres, D'accord. à côté du musée du Cognac, là, en question. À côté du musée, je ne me rappelle plus le nom. Bon, c'est pas grave. On allait manger là tous les jours. D'accord. Avec mon oncle, l'Angelita, et voilà. Et ma mère cousait. Déjà? Déjà, elle cousait pour les dames de condom. Mais elle avait du matériel? Pourvu qu'elle ait un fil à coudre, des ciseaux, un mètre, ça suffisait pour elle. Parce qu'elle était professeure de couture. Elle avait appris la couture chez la famille Assagna. Elle a eu son diplôme de couturière. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle se permettait d'avoir disons, de coudre, de faire des travail. Elle a travaillé, d'avoir un petit peu d'argent. Vous savez si d'autres femmes le faisaient la même chose? Mais il y avait la fameuse Angelita, mais elle faisait les corsets. À l'époque, elle fait les corsets. Enfin, elle ne connaissait rien du tout, là. Mais enfin, elle faisait quelques bricoles. D'accord. S'occuper. Donc, ce refuge, vous savez combien de temps vous et votre mère vous êtes le refuge, on y est resté, je crois, d'après ce que je calcule, à peu près 3 mois. D'accord. 3 mois, oui, 3 mois. 3 mois. Puisque entre le fait que mon père, on ne voit plus mon père, et de le retrouver, on l'a retrouvé 9 mois après. D'accord. Alors 3 mois à peu près là. Et un jour, disons que ma mère reçoit, disons, un message. On vient lui dire, Madame, on vous renvoie maintenant sur Perpignan. Ah bon? Perpignan, à Saint-Jean-Plat-de-Corps. D'accord. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette bonne dame la fameuse place de Boulou, Madame Matteux, elle a fait des recherches. Elle lui a indiqué où c'est que se trouvait ma mère, à Condom. Et elle a réclamé ma mère.
Par conséquent, ma mère a pris toutes ses affaires avec moi, mon oncle, Oui. et on est atterri à Saint-Jean-Pied-de-Corps, par Madame Mathieu. D'accord. Angélique est restée à Condom, on ne s'est plus revus. Et Madame Mathieu nous accueille avec son mari, disons, à Saint-Jean-Pied-de-Corps, à l'Abeille d'Or. L'Abeille d'Or, c'était le fameux, la fameuse, à l'époque, c'était peut-être Casino, la fameuse Abeille d'Or. L'Abeille d'Or, c'est ça, quoi. L'Abeille d'Or, c'est tout un magasin de l'ultramarine, on dit en espagnol, une supérette, comme une supérette, voilà. Et de là, bon, ma mère a pu continuer à vivre. Et puis par le téléphone arabe, excusez-moi l'expression, elle apprend que mon père se trouve au camp de Gurs, du camp de Cyprien au camp de Gurs. Elle ne savait pas que mon père était passé par le camp de Cyprien, par le camp d'Argelès, pardon, c'est Cyprien-Argelès. Quand mon père est au camp de Gurs, mais ça 3 mois après, ça fait que 3 mois, et 3 mois, ça fait 6. Et un peu plus, je crois, à Saint-Jean-Pied-de-Corps. Par conséquent, sachant que mon père était à Gurs, ma mère se prépare à partir sur Gurs. Alors, évidemment, elle prend le train, on lui fait prendre le train, et on l'emmène avec d'autres personnes d'ailleurs, parce que mon père étant militaire, mais étant de l'aviation, et a été, disons que, parfois je parle en espagnol, Oui, c'est pas grave, je en traduis même en français, c'est drôle, mais c'est systématique. A été, disons, envoyé du camp d'Argelès sur le camp de Gurs, parce qu'il était militaire, mais militaire de l'aviation. D'accord. Par conséquent, au camp de Gurs, ils avaient besoin d'éléments sachant, disons, travailler dans l'aviation. Par conséquent, mon père arrivant là-bas a commencé déjà à faire quelques petites bricoles pour passer son temps, notamment la fameuse machine où c'est qu'il travaillait pendant qu'il était à la fabrique de sucre de la Poveda. Ça, il l'a fait avec des cajots, des bouts de bois, avec le petit couteau qui est là. Vous voyez, le petit couteau qui est là. Voilà. Alors ça, je ne sais plus quelle date c'est. Bon. Alors, j'en reviens à Saint-Jean-Pied-de-Corps. Ma mère sait que mon père est à Gurs. À Gurs, au camp d'entraînement de Gurs. Bon, à ce moment-là, je vais aller retrouver mon mari là-bas. Alors je ne sais pas si c'est 2 mois après, ça fait 3 et 3, 6, et 2, 7. Oui, toi, il y a un peu plus, elle est restée. En tout cas, 4 mois au moins à Saint-Jean-Pied-de-Corps. Elle dit, je vais retrouver mon mari à Gurs. Par conséquent, on lui fait prendre le train, évidemment, qui a payé un certain rien, avec d'autres personnes qui avaient des maris qui étaient militaires, mais de l'aviation à Gurs. Elle atterrit à Oloron-Sainte-Marie. À Oloron-Sainte-Marie, on l'a mis dans un refuge qui se trouvait au 24 avenue de la Seube, là-haut, en haut de Oloron-Sainte-Marie, avec d'autres femmes espagnoles. Et ma mère, toujours pareil, avait moi dans les bras, et mon oncle, on faisait la navette entre cette espèce de grosse ferme, je l'ai vu par la suite, une grosse ferme qui avait au bout de l'avenue de la route de la Seube, vers la place d'Oloron. Et au passage, au 10 de l'avenue de la Seube, la route de la Seube, il y avait la famille Pierre. Et voyant passer ma mère, Madame Pierre, qui était une vieille navarraise de l'époque des Hirondelles, qui avait épousé M. Pierre, là, de l'époque de M. Pierre, elle arrête ma mère et lui dit, mais qu'est-ce que vous faites, ma petite, ainsi de suite. Et bien, ma mère, qui parle espagnol, elle aussi parle espagnol, sont entendues. Et bien, passé. Alors, ils l'ont prise avec elle, dans la maison. Ils l'ont fait ceci, cela. Ils ont fait ami. En définitive, tant si bien que ma mère, elle m'a, comment ça s'appelle, j'étais baptisé. D'accord. J'étais baptisé là-bas, elle m'appelait Enrique. J'étais baptisé. Et ma marraine, c'était la fille de Madame Pierre. Comme quoi, la vie, à nous, on a été un petit peu privilégiés. La famille Mathieu à Saint-Jean-Pied-de-Corps, la famille Pierre, disons qu'à Oloron-Sainte-Marie. Voilà, ça fait qu'on a été adoptés par la famille Pierre, avec la Georgette qui était ma marraine, et Alexandre qui était la sœur. Et ensuite, il y avait Henri qui était le fils,
et l'autre, je ne me rappelle plus le nom, qui étaient tous les deux avocats. D'accord. Et ces deux familles, donc la famille Mathieu et la famille Pierre, c'était des familles... j'allais dire qui elles étaient. Elles avaient proposé leur aide comme ça. Oui, en nous voyant, rien qu'en voyant. Juste en voyant. Oui. D'accord. Ma mère était très belle, d'ailleurs. Très belle, c'est pour ça peut-être. Moi, je devais être très mignon aussi. Mais quand vous voyez passer quelqu'un comme ça, avec voyant, un petit bébé. Bon, est-ce que c'était de la pitié? Est-ce que c'était. Bon. Enfin, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Oui, vous avez été accueillis. Nous, on a été très bien accueillis. Vous étiez nourris chez ces familles-là? Non. Au début, là, on était, disons que, l'espèce de ferme que je vous dis. Ma mère oui, mais après. Et ma mère recousait. Ah oui, ma mère, à nouveau, recousait. Elle se faisait un petit peu d'argent. Voilà. Comment manger, je ne sais pas. Là, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si c'était une roulante qui venait ou si on allait. Il y avait une cantine par là, je ne sais pas. D'accord. Et du coup, votre mère a pu retrouver son mari? Alors, de là, je ne sais pas comment ma mère faisait. Si elle faisait la navette entre Oloron et le Gurs, qui se retrouvait à peu près à 30 km, si elle allait en car, si elle allait en train ou autre, m'a fait qu'elle se voyait, et ainsi de suite, voilà. Mais comment ça se passait, je ne sais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est que de là, mon père ensuite m'a raconté, la guerre venant, 40, ils avaient besoin d'ouvriers pour les usines d'aviation. Par conséquent, les aviateurs étaient placés en première ligne et ils faisaient leurs essais. Ils allaient faire l'essai, je crois, à Tarbes. D'accord. À Tarbes, là-bas, un essai de mécanique, tout ça, la lime, tout ça, faire des ajustages. Et mon père a été pris, disons, de suite comme ajusteur. Comme il faisait déjà les moules pour les coussinets de cette fameuse machine à vapeur, là, il était très bien placé, il a été reçu de suite. C'était dans quelle entreprise alors? Alors, à ce moment-là, c'était l'aviation, c'était l'aéronautique. D'accord. Bon, il y en avait plusieurs. Il y en avait une il y avait Breguet sur Biarritz, il y avait Breguet à Toulouse, il y avait De Watine, il y avait, toutes ces entreprises. Alors, mon père a été nommé ouvrier, ajusteur, chez De Watine à Toulouse. À Toulouse, donc. D'accord. Bon, alors, mes parents arrivent à Toulouse, et il fallait loger tous ces mécaniciens. On ne pouvait pas les laisser n'importe où. C'était de la main-d'œuvre qui était importante pour qualifier, pour pouvoir faire continuer les usines, puisque déjà la guerre était pratiquement là. Par conséquent, il rentre chez le Watine et on alloue à mes parents un appartement Cité Madrid. Cité Madrid, donc, d'accord. Au numéro 2 de la Cité Madrid. Une pièce, une cuisine et un water extérieur. D'accord. Voilà. Donc là, il y avait votre père, votre mère, vous. Il y avait aussi votre oncle encore? Non, mon oncle, on a été obligé à Laurent Sainte-Marie, on a été obligé de le renvoyer en Espagne parce que c'est un bon. Il s'était coquine avec une fille, je crois qu'il l'avait mise enceinte. Bon, du coup, il est reparti en Espagne. On l'a envoyé en Espagne pour ne pas avoir d'histoire. Ma mère, hein. Pourtant, elle adorait son frère. Hein. Ma fille, à l'époque, il avait déjà 14 ou 15 ans. D'accord. Il se défendait pas mal. Bon, alors, on arrive à Toulouse, Cité Madrid. La Cité Madrid, et on nous alloue un appartement au 2 de la Cité Madrid. Il n'y avait que dalle, il n'y avait rien. Rien du tout, pas de lit, que dalle, rien du tout. Pas de meubles, d'accord. Alors, on a été reçus par les voisins, en définitive. Quand on est arrivé, les voisins étaient là. Alors, je me rappelle toujours, parce qu'il y avait Madame Lamarque qui était en bas, et Madame Xerida, une catalane, qui était en haut. D'accord. Alors, je crois qu'elles ont donné un matelas à ma mère, une chaise, une table. Je crois que c'est tout. C'est tout ce que... Alors, c'est drôle, parce que quand même, moi, j'avais déjà... Qu'est-ce que j'avais? J'avais 3 mois, 6 mois, 7 mois. Une seule chose que je me rappelle de notre arrivée. Alors, moi, j'avais peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans, oui. 9 et 3, 12, 1 an et des poussières. Et dans ma souvenance, je me rappelle être rentré chez Madame Xerida. Et la chose qui m'avait de suite sorti, c'était vous savez, on faisait à l'époque des cerises, mais c'était les fausses cerises. Je me rappelle du plateau qu'elle avait, cette femme, avait des cerises rouges comme ça. Et je me rappelle de ça. Vous vous rendez compte? 1 an et des poussières, je me rappelle que de ça. Alors, Madame Xerida,
a certainement donné quelque chose, madame Oui. Lamarck est en bas a Chacun donné a- quelque chose. Voilà. Et mon père a commencé à travailler chez Le de Watine. Watine. Ces Et ma pers- mère a commencé aussi à coudre. Oui, elle a continué, donc. D'accord. Voilà. Et ces voisins, donc c'était les voisins que vous citez là, c'était des personnes qui habitaient à Cité Madrid depuis Oh, quelque temps? non, pas longtemps, parce que les HLM de la Cité Madrid ont été mis en service en 1937, je crois. D'accord. Nous, on arrive en 38, 39, 40? 40, c'est depuis un an et demi, quoi, on devait D'accord. être là. Voilà. D'accord. Et il y avait d'autres exilés espagnols comme votre Eh ben, il y famille? avait tous les mécaniques, tous les aviateurs. D'accord. Une partie des aviateurs qui avaient été recrutés, eux aussi Là. étaient là. Il y a la famille Mendoza, il y a la famille Massa, il y avait les aviateurs, comment ça s'appelle, Maïkes. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Ils étaient 4 ensemble. D'accord. 4 ensemble. Il y en avait 4 aviateurs qui étaient là. Il y avait au fond de la Cité Madrid, il y avait les Martinez. Il y avait les Martinez, des aviateurs. Hein. Parce qu'après, il y avait c'est ça. d'autres familles espagnoles dedans, hein, qui étaient à la Cité Madrid. Mais qui étaient là, qui étaient en France depuis plus... Des anciens et des nouveaux. D'accord, les deux. D'accord. Les deux. Si vous voulez, je vous les cite tous, je me rappelle tous par cœur. Mais en tout cas, ils étaient nombreux. D'accord. Donc votre père travaille chez Le De Watine. Watine. Votre mère fait de la couture. Oui, commence à D'accord. travailler aussi, pas de suite, hein, Pas de au bout d'un suite. petit mois. Quoi, hein. Faut pas Donc exagérer. elle faisait... enfin, Mais toute à la main, hein, il n'y avait pas de machine, gros, rien du tout. D'accord. Chez elle ou elle était dans un atelier? Non, non, à la maison. Ah, chez lui, d'accord. C'était interdit. Hein. Eh oui. Mais bon, fallait trouver des moyens de survivre. Elle faisait des bricoles, quoi, c'est tout. Hein. Et elle les vendait? Ah, je sais pas. Oui, certainement. Oui, pour se faire un petit peu d'argent. Oui, c'est ça. D'accord. Elle faisait des raccommodages, peut-être, je sais trop rien. Je sais pas, moi j'étais trop petit, moi. Mais oui, C'est oui. après, elle faisait des manteaux, un tas de trucs, elle habillait des gens bien. Hein. D'accord. Ah oui, elle cousait très bien, ma mère. D'accord. Et ensuite, il y a eu l'armistice. Est-ce que ça a eu un impact pour votre père ou votre mère? Alors, l'armistice arrive évidemment. C'est la débâcle. En 41, licenciement. D'accord. Par contre, il y a un licenciement, on se retrouve sans boulot. Ouais. Tous les collègues de votre père. Et votre père est Ah, tout le licencié. monde, tous les tout le exilés monde est espagnols. licencié. Tous les anciens. Alors, je ne me rappelle pas combien ça a duré. Je crois que ça a duré au moins un an. En 42, 43, 43. Un an, ça a duré, je crois. Je ne vous dis pas, on l'a sur la photo, là, mon père. Et quand il a commencé à travailler, alors je ne sais pas si cette fameuse maquette-là, alors moi, un truc oui, la fameuse valise, là. Oui, c'est vrai que vous n'en avez pas parlé de cette valise. La fameuse valise, je roupillais pendant... ah ben voilà. Alors mon premier lit, c'est ça. Et mon lit qui a servi quand j'étais à la Cité Madrid, c'est celui-là aussi. C'est celui-là. Et cette fameuse valise, on l'avait mise contre la cheminée. Il y avait une cheminée dans ces bâtiments de l'époque, il y avait des cheminées au charbon. Et on m'avait mis dans cette fameuse, à côté de la cheminée. Vous étiez Et bien. durant la nuit, je faisais que tousser. J'étais en train de m'asphyxier. Mes parents se sont levés, ils ont vu que la cheminée refoulée et il y avait toutes les gaz qui passaient par en bas. Et j'ai sauvé mes parents à cause du fait que j'étais à côté de la cheminée avec la valise. Ça, Vous les c'est avez mon père qui prévenus. me le racontait. Mais je voulais vous montrer autre chose là. Ah oui. Bon, ça, les fameuses lettres, hein, les fameuses lettres qu'envoyait mon père depuis Gurs à ma mère. Hein, c'était bon, là c'est agrandi, mais c'était ça le format. Il y a le nom de Madame Matteux. Vous voyez, Madame Matteux, gérant De la succursale. la succursale L'Abeille d'Or, Saint-Jean, plat de corps. Alors, le corps de machine, c'était Matteux. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous savez comment votre père a su que votre mère était chez Madame Matteux? Eh bien, ça, je ne sais rien. Oui. Ça, c'est... Si, certainement. Dès qu'il a su que... Comment ma mère l'aurait su autrement? C'est elle qui a dû faire la liaison. Mon père se trouvait en camp et monsieur et madame Matteux ont fait la liaison, et ainsi de suite. Mon père a pu envoyer des lettres. Il n'y en a que 3 ou 4 lettres comme ça. Oui. Hein. Alors, le format exact, c'est celui-là. Hein. Voilà. Oui. Les 2 lettres qu'on a pu récupérer concernant la famille Matteux, des lettres qu'envoyées. Et toujours avec cette précision, et toujours la précision de la machine à vapeur.
qu'on retrouve là. Oui, Voilà. il était très... Parce qu'il y a une expression qui se dit à Marganda, il y avait un train au village de mes parents à l'époque, avant qu'ils ne partent. Il s'appelait le train d'Arganda. Et on le surnommait le train d'Arganda que pita más que anda. Le train d'Arganda, le train qui siffle plus qu'il ne marche. Pourquoi? Parce que ce train, quand il partait de la gare du Petit Jésus à Madrid, quand il arrivait à la Poveda, il avait une côte. Et cette côte, quand il fallait la monter, il n'y arrivait pas le train. Tout le monde descendait et poussait le train. Voilà, une anecdote entre autres sur les périples sur leur village d'origine. De leur village. D'accord. Bon, alors, on en est à l'armistice. Oui, Alors, votre père est licencié. 41, alors là, mon père commence à faire des bricoles à la maison. Il fait des meubles pour nous. Mon lit, par exemple, le lit que j'avais, moi, c'était des planches avec 4 tubes en aluminium. Une traverse, c'était ça mon lit. Et le dessus, je ne me rappelle pas ce que c'était. Peut-être de la mousse ou de la paille, machin, je ne sais rien. Et mon père faisait des meubles. Et il faisait aussi il a fait cette fameuse maquette de la cathédrale Saint-Étienne. Très belle maquette. Cette fameuse maquette de cathédrale Saint-Étienne, il a fait je ne sais pas comment il sautait le bois à droite ou à gauche. Il faisait ça dans les cajots, il récupérait, je ne sais pas. Il avait des limes, il avait des rabots, il avait tout un tas de trucs qu'il avait récupérés à droite et à gauche. Et cette fameuse cathédrale Saint-Étienne, il l'a vendue à des Belges juifs pour une valeur de 20 000 francs à l'époque. Et avec ces 20 000 francs, il a acheté la machine à coudre de ma mère. Et cette fameuse machine à coudre de ma mère a permis à ma mère de travailler beaucoup mieux. Non seulement ça, l'argent qui est rentré, mon père a pu commencer à faire vraiment des photos. Et tout, c'est le départ, tout ça, de toute l'archive de photos de mon père pendant cette période de 41 jusqu'à 73, quoi. D'accord. Voilà. Mais il faisait déjà des photos avant, votre père? Il en a fait, puisqu'il y a des photos antérieures, tout ça. Mais je veux dire, ce n'était pas son principal, disons que c'était son violon dingue, si on peut dire, faire de la photo, mais il n'avait pas les éléments, il n'y avait rien. Oui, il n'allait pas faire de la photo avec rien du tout. Il a commencé à faire vraiment de la photo. Alors, à la suite de ça, et son licenciement, quand il a commencé à avoir un petit peu, il a fait de la photo, vraiment. Alors, il avait monté son truc, son truc pour prendre des photos comme monsieur, ce fameux, comment s'appelle ça, Spot, son truc pour tirer les photos, des boîtes à acide, là. Son flash pour tirer les photos, avec un appareil, je ne sais pas si c'était comment s'appelle ça, un Exacta, ou si c'était un autre type d'appareil, je ne sais pas vous le dire, mais tout ce que je me rappelle, c'est dommage, je ne voulais pas mener, pour pouvoir faire tirer le flash, allez, maintenant on a des lampoules, on a tout ce qu'il faut, À l'époque, c'était le flash, c'était un briquet monté sur un manche avec une coupelle et par-dessus de la poudre. Il enflammait la poudre et c'était le flash. C'était le flash. Ah, je ne vous dis pas. Le magnésium, voilà. Je cherchais le nom. Il mettait le magnésium, il tirait sur la gâchette là, et hop, ça faisait la photo. Et il a fait de très bonnes photos avec ça. Oui, il en a fait beaucoup très de bonnes photos. À partir de cette maquette qu'il a vendue, ils ont donné un peu de regain à tout. À votre famille, oui. Et là, il a été licencié de Watine, mais ils ont pu rester dans le logement Cité Madrid. Ils ont pu rester dans le logement. Comment ils se sont débrouillés pour payer, je ne sais pas. Et un an après, il a été réembauché à De Watine. Quand les Allemands sont arrivés, eh bien, ils l'ont réembauché. Et ça allait beaucoup mieux. Oui, bien sûr. Ça allait beaucoup mieux. Puis votre mère, en plus, faisait la couture à côté. Voilà. Donc, voilà, d'accord. Et donc là, vous avez 41, 42, vous avez 4 ans à peu près? Oui. Alors là, on a déménagé. Ah. On est passé de la Cité Madrid au bâtiment numéro 3. On est passé au bâtiment numéro 4, je crois, au 145 Cité Madrid. D'accord. 146 Cité Madrid. Alors on avait 2 chambres, une cuisine, et toujours pareil, ces fameux water extérieurs. Alors c'était chouette. Alors une autre chose, ma mère était une visionnaire. Et alors on lui a dit, on va vous donner un appartement au 145. Bon, d'accord. Alors ma mère avait fait un rêve dans la nuit,
Ah non, ça c'est pas celui-là, c'est le 201. C'est quand elle a déménagé la seconde fois. Non, non, Ah, j'anticipe. bon, On reviendra. on reviendra là, d'accord. Donc vous, voilà, vous êtes enfant. Il y a d'autres enfants à Cité Madrid de votre âge ou que vous connaissez à ce moment-là? Il y en avait plein de gosses, C'est vrai. de partout. Et c'était la castagne tous les jours. C'était la castagne. Parce que malgré qu'il y ait beaucoup d'étrangers, parce qu'il y avait des Juifs, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, il y avait des Français. Et alors, c'était tous les jours, la castagne, il fallait se battre. Parce que Sale espagnol, sale race, reviens dans ton pays. Moi, je l'ai connu tout ça. Voilà. D'accord. Mais par contre, ça arrivait, c'était pas fréquemment que ça arrivait. Ça arrivait surtout quand j'allais à l'école. D'accord. Vous avez commencé à aller à l'école quand? Aux Amis d'Augnier, ça a commencé vraiment. Bon, là aussi, hein, mais enfin bon, mais c'était pas tellement grave, c'était pas excessif. On n'était pas. Et non, il y avait beaucoup d'étrangers là. La plupart des gens qui étaient là, c'était tous des étrangers. Les Français, il y en avait très peu. Et ceux qui y avaient, des Français, c'était des gens qui venaient d'Alsace. Les réfugiés alsaciens, lorrains de l'époque. D'accord. De la débarque là. Donc vos parents vous ont mis à l'école. C'était important pour eux de pouvoir vous mettre évidemment. à l'école? Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors là, il y a un truc qu'il faut que je vous raconte, c'est que au 145 de la Cité Madrid, une chose que personne ne sait, et chez les Guatines, c'est qu'on parle toujours des guerrilleros, des FFI, des résistants et tout ça. Mais on ne parle jamais de la résistance qu'on fait des républicains espagnols au niveau des entreprises d'aviation. D'accord. Si jamais il y avait 3 Stuka ou Michel Schmitt qui devaient sortir, il n'y en avait qu'un qui sortait. Pourquoi? Parce que les autres étaient sabotés. Et les gars qui se faisaient prendre, on les envoyait à Mauthausen. Et il y en a beaucoup qui sont partis comme ça. Et ça, personne n'en parle de la résistance des républicains espagnols. Oh, je dis bien des Français, il y en avait un Français qui le faisait. Mais comme la plupart, c'était des ouvriers des Espagnols qui travaillaient la plupart, pas tous, mais beaucoup, c'était eux qui étaient impliqués en premier, parce qu'ils avaient déjà l'habitude, pas l'habitude, mais ils en avaient une haine terrible vis-à-vis des Allemands. Déjà 36-39, qu'ils sont venus bombarder les Espagnols, ensuite 40-45. Par conséquent, ils faisaient du sabotage. Et ça, on n'en parle jamais. Et je tenais à le dire parce que je crois que les archives municipales, avec, disons, que comment s'appelle, le musée de la Résistance, là, on va essayer de faire quelque chose là-dessus pour réveiller un peu ça. Alors, justement, j'aime bien vous faites qu'en face de chez nous, la porte en face, le couloir, il y avait un gars aussi, on parle souvent des gens qui ont aidé les Juifs. On appelle ça aidez-moi. Les résistants? Les justes. Eh bien, il y a un gars qui est un juste pour nous, un juste pour les républicains espagnols, qui s'appelle M. Chopin, Eugène Chopin. Eugène Chopin, qui habitait en face, qui était policier. Vous voyez, ce gars, ça tombe. Eh bien, ce gars-là, il avertissait aussi bien les Juifs qui avaient Calfom, Weiss, et Madame Weiss, et l'autre, comment appelle le nom du chanteur français, là. Je ne sais plus son nom. Il les avertissait, attention, vous avez la Gestapo qui va venir, vous avez la milice qui va venir. Et souvent, ça arrivait. Et moi, j'ai assisté à la milice, là-bas, sur la place de Cité Madrid, qui s'arrivait. Je venais chercher mon père, et mon père il avait été averti la veille par M. Chopin. Il disait, mais attention, M. Tapia, ne venez pas ce soir, ni demain, parce que vous avez la milice qui va venir. Et mon père restait planqué, restait à travailler chez le Guatine. Il n'allait pas là-bas. C'est ce que je n'ai pas compris. Pourquoi il n'allait pas le chercher à le Guatine? Pas compris. Il devait alors se planquer ailleurs, je ne sais pas. Et alors, ce monsieur Chopin, je tenais à le signaler, vraiment, c'était une personne remarquable qui faisait partie de la gendarmerie, et qui était basée du côté pas Ginestous, du côté à la sortie de Toulouse, là où c'est le camp de Ricévedou. En face, il y avait un truc de gendarme, je ne me rappelle plus le nom. Il était là, monsieur Eugène Chopin. D'accord. Moi, je me rappelle quand la milice était venue là, il y avait un type qui est énorme. Et moi, j'avais un petit vélo, pas plus grand que ça, et je passais entre ses jambes. C'est gentil, le mec, il écartait les jambes, je passais en dessous. Je me rappelle de ça. J'avais à peine 3-4 ans, même 3-4 ans, oui.
Et je me rappelle encore des miliciens qui étaient là, qui cherchaient partout. Et alors, ils cherchaient partout. Alors mon père, il a toujours aimé avoir des vélos, mon père. Alors, comme il y avait comment on appelle ça, bon, il y avait le rationnement. Du sucre, il n'y en avait pas beaucoup. Des chambres à air, il n'y en avait pas beaucoup. Et alors, mon père et ma mère, pour ne pas que ça ne fasse pas pour faire du marché noir, ils mettaient ça sous la tablette de la fameuse cheminée. Parce qu'il y avait un rabat comme ça en fonte. Ils mettaient ça en dessous. Ça. Et pour ma mère, qu'on ne le trouve pas. Parce que si on pourrait vous dire, mais c'est la contrebande. Allô? Parce qu'on vous dénonçait pour un oui, pour un rien à l'époque. Hein. Par conséquent, s'ils venaient chez moi, bon, c'était pour mon père d'un côté, et pour ma mère parfois parce que les gens étaient méchants, étaient médisants. Elles doivent faire du marché noir, ceci, cela. Et les républicains, ils avaient pour tendance à être contrôlés souvent. Bon, alors, ma mère et mes parents mettaient ça dessous. Je vais vous raconter ça parce qu'après on y arrivera, ça. Bon, alors. Et les actes de résistance à De Watine, votre père y a participé? Eh bien, évidemment, évidemment. Mais ça, il m'en parlait très peu, mon père. Ah, c'est après que je l'ai su. Je savais qu'il y avait beaucoup d'accidents, qu'il y avait beaucoup de trucs, qu'il y avait des pièces, il faisait des pièces, enfin, tout un tas de trucs. Et ça, je l'ai su par les autres, par ses copains à lui, à la Casa Espagne, quand ils en parlaient de ce qu'il faisait. Mais lui, il vous a pas raconté? Là, il m'en a jamais parlé, mon père. Mais il vous a parlé de quoi, du coup, de son parcours, votre père? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Ah ben pour ça, je le sais par ma mère, je ne sais pas exactement, je vous dirais, je ne sais pas. Parce que mon père parlait très peu, il n'avait pas le temps. Je le savais par ma mère, et j'étais quand même clairvoyant de ce qui se passait. Moi, j'allais l'accompagner à De Watine là-bas. À vélo, il me prenait sur le cadre du vélo, allez, il m'a raccompagné là-bas. Parce que les ouvriers, à l'époque, ils avaient un petit jardin à eux. D'accord. Et mon père faisait des cultivés. Voilà. Donc vous êtes allé de temps en temps à l'usine aussi? De temps en temps à l'usine. Et on allait chercher des pastèques. Et on faisait la confiture de pastèques. D'accord. On se réunissait avec tous les voisins que nous avions, parce que nous avions des voisins. On avait M. Pradal, qui était là, M. Pradal, Gabriel Pradal, qui était architecte de la ville de Madrid, qui était député d'Almeria, et avec ses filles Kalinka, Claude, Carlos Pradal et Ferdinand Pradal, qui étaient quand même des personnes d'éminence, mais qui n'avaient rien à manger. Par conséquent, quand ils voulaient manger, quand ils avaient un problème, ils venaient chez Tapia, parce que ma mère, comme elle travaillait et tout, elle pouvait leur donner de quoi survivre. Mais autrement, c'est des gens qui crevaient la faim. Et puis, j'avais toujours quelqu'un qui venait vous enquiquiner. Donc, votre père est à De Watine. Il y reste encore longtemps? Et puis, il a été réembauché. Il a été pris en 47. Il a quitté De Watine en 1947. D'accord. Et la libération. Mais après, un truc que je voulais terminer pour cette histoire de chambre à air et trucs. Ah oui. Alors, l'hiver arrivant, on met le feu en bas. Manque de peau, ils ont oublié de sortir la chambre à air et le sucre à l'intérieur. Mon pauvre, à un moment donné, il y a une odeur, je me rappelle, moi, une odeur qui était bonne au départ, le sucre qui cramait, mais après, quand il y a eu les chambres à air qui cramaient. C'était pas bon. Non. Voilà, une anecdote entre autres sur le ravitaillement et disons que la contrebande. Et la libération? Ah, la libération. Alors, la libération. Moi, j'étais petit, mais j'ai mal vécu cette histoire de libération. Parce que c'est là qu'ils ont entendu les femmes et tout. Voilà. Et moi, ça m'a déplu énormément. Bon, la libération, bon, évidemment, c'est un remue-ménage terrible. Terrible. Alors. Il y avait du monde partout, les drapeaux, les machins, le camion du marchand de légumes qui était là. C'est là qu'ils ont monté les femmes, ils les ont tendues. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient été dénoncées, toujours pareil. C'est tout ce que je me souviens de la libération, c'était le fait qu'ils aient tendu toutes ces femmes, et notamment la quincaillère à côté, madame la quincaillère et le pharmacien qui voulait passer, qui voulait fusiller, qui a été sauvé par le docteur Desrus, je crois. D'accord. Et pour vos parents, ça a eu un impact? Ça a continué. Ça continue. La libération. Bon, le seul fait, c'est que avant la libération, évidemment, il y a eu le bombardement des usines de Watine. Le bombardement des usines de Watine, moi je me rappelle, j'étais monté au 3e étage là-haut, chez M. Bladet, et on regardait, il y avait des flammes. Tout l'horizon de Blagnac était en feu. De Watine.
Donc, d'ailleurs, mon père, le lendemain, quand il est revenu, il a pris des photos uniques sur tout le site. Il y a 14 ou 15 photos des restes de l'usine de Watine. Alors là, ils ont pas travaillé pendant X temps, et puis après, il a été repris. D'accord. Voilà. Ça, c'était avant la libération. Ça, c'est Mais à la libération de Toulouse, on est resté à Cité-Marie, donc c'est pas ce qui s'est passé dans Toulouse. Hein. D'accord. Moi, tout ce que je sais, je ne le connais que par le oui-dire des gens. Et donc en 1947, votre père quitte de Watine. Il va trouver le patron, il dit, écoutez, monsieur, c'est fini, je ne travaille plus pour vous. Je me suis monté à mon compte et monté mon magasin de bicyclettes. Voilà. Il est parti comme ça. Il a tapé la porte et il est parti monter son magasin de bicyclettes avec un vélo en vitrine, c'est tout. Un vieux vélo qu'il avait, la mis en vitrine et il attendait le marché. Et ma mère attendait l'argent pour pouvoir aller acheter de quoi manger. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait, Henri? Pas grand-chose. Hein, heureusement que ma mère avait un petit peu d'argent de côté, avec sa couture. Ouais. Mais autrement, le début on était dur. Du fait qu'aussi, en plus, mon père étant obligé d'avoir un homme qu'on appelle ça... Un prête-nom. Un prête-nom. Il était obligé de donner la moitié de l'argent qu'il avait à ce prête-nom. Voilà, monsieur, s'appelait, je crois, Tapio, non pas Tapio, non. Ah, mais je ne me rappelle plus le nom maintenant. Non, en tout cas... Enfin, voilà, mais il ne pouvait pas faire avec son nom ça propre. fait que... Voilà. Et alors, à ce moment-là, quand il a commencé à travailler à peu près bien, que je commençais déjà à dégager un peu des bénéfices, il a demandé sa naturalisation. Alors, sa naturalisation, la naturalisation. Oui. Il a eu là une naturalisation française, et dès qu'il a eu la naturalisation française, il a jeté monsieur le gars en question, le prête-nom. Et il a dit, je veux revenir en Espagne pour voir mes parents. Il a fait la demande pour aller en Espagne. Et c'est là qu'on lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous avez été condamné à mort 2 fois pour avoir tué l'alcalde de Paguerinos et l'alcalde de Móstoles. Voilà. Et du coup, sa naturalisation, vous savez à peu près quand est-ce qu'il l'a demandé? De suite. De suite qu'il a quitté de Watine et qu'il a eu son magasin, il a demandé la naturalisation. Il l'a eu assez rapidement. Hein. D'accord. Je n'ai pas la date exacte. Oui. Donc il a demandé aussi pour votre mère et pour moi. vous. Voilà. Moi, j'étais naturalisé, mais je n'étais pas français. Oui. Il fallait que j'attende 21 ans. Oui, pour le demander. 21 ans pour avoir ma nationalité. Mais comme à ce moment-là, il fallait verser ce service militaire, il fallait opter soit pour le service militaire en Espagne, soit pour le service militaire en France. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai opté pour le service militaire en France, mais je n'étais pas incorporé systématiquement. Il fallait que je m'engage. D'accord. Et je me suis engagé, disons, dans l'armée de l'air. D'accord. Et du coup, vous, l'école et la scolarité, ça s'est passé comment pour vous? C'était très difficile la scolarité, parce que compte tenu que c'était la guerre, premièrement, on allait à l'école, disons, du quartier, quoi. Hein. Oui. C'est l'école du quartier, c'était le Gragnag, le petit Gragnag. D'accord. Là, j'ai rien appris du tout. Rien du tout, j'étais tout le temps dans un cachot avec le charbon. Madame la directrice, là, qui était ma maîtresse, elle me filait dans un cachot à côté, je me rappelle encore, il y avait un cachot, une espèce de truc, c'est qu'il mettait le charbon, il me mettait là. Oui. J'étais plutôt là que sur les bancs de l'école. Ensuite, il y a eu les amidonniers. Oui. Les amidonniers, là, je ne suis pas resté longtemps. Les amidonniers, je suis resté là à peu près 1 an, je crois. D'accord. Non. L'école Saint-Pierre. Je suis passé par l'école Saint-Pierre. Saint-Pierre, avec madame, je ne m'appelle plus le nom maintenant. Madame. Et les amidonniers. Alors, là, les amidonniers, c'était la castagne tous les jours. Hein. Là, les amidonniers, la castagne. Je suis resté 1 an. Et puis, voyant que je déconnais, c'était déjà en 47, oui. 45, 47. Mes parents, ils m'ont averti, ils m'ont dit, si tu continues comme ça, Henri, j'apprenais que dalle, puis d'un côté et de l'autre, hein, en train pas de faire pas le voyou, mais en train de faire des conneries. Par exemple, on allait piquer les fruits en été, maintenant c'est ça s'appelle ça, le château. En face de la Cité-Marie, il y avait un château, c'est le château de Bussy. De Bussy, hein, ça s'appelle. Où c'est qu'il y a les 2 cliniques maintenant, les cliniques médicales. On allait piquer les pommes en face. Il fallait traverser la Garonne en nage. Bon, évidemment, il y avait la Garonne, elle était à sec pratiquement, hein, mais il fallait y aller. Et à l'époque, on n'avait même pas 7 ans. On traversait la Garonne. Les trucs vous dingues. Alors ma mère me disait comme ça, si tu continues comme ça, on va t'envoyer chez les curés. Bon, les curés. Oh,
Alors, l'école de curé, qu'est-ce que c'était comme école de curé? Mais elle voulait m'envoyer au Caousou. Alors, le Caousou. Alors le fils Pradal, Ferdinand, il disait à ma mère, mais vous allez l'envoyer au Caousou, à la Goma. Vous savez ce que c'est la Goma? La gomme, le Caousou, caoutchouc. Ah oui. Caoutchouc, alors les Espagnols faisaient ça, toujours des liaisons. La Goma, Caousou, caoutchouc. On va t'envoyer à la Goma. Moi je dis, quelle Goma? Caousou. Ah bon, d'accord. Et puis en définitive, on m'a envoyé au Caousou. D'accord. Pourquoi le Caousou? Parce qu'il fallait payer le Caousou. Bah oui. En 47. Ça te coûte la peau des fesses. Pourquoi? Parce que bon, je faisais tout le temps des bêtises. Non, je fais pas de bêtises. Kalinka disait, alors pauvre Henri, vous allez envoyer au Caousou. Et ma mère, si, on l'a envoyé au Caousou. Et pourquoi? Parce que le secrétaire trésorier du Caousou était l'ami intime du révérend père Esclafer, qui était le directeur du Caousou. L'ancien chef de mon père, le teniente-colonel Dominguez Olarte, qui était réfugié lui aussi, a été pris en charge par le fameux père Esclafer et qui avait donné la charge de la trésorerie du Caousou. Rendu compte? Et comme ce fameux teniente-colonel Dominguez Olarte était comment on appelle ça, le parrain de ma sœur, il dit, on va mettre le corps ici. Je ne sais pas comment il se débrouille, après, point de vue payé, je ne sais trop quoi. Alors, Dominguez Olarte, cet homme, que ma mère adorait, mon père aussi, puisque c'est lui qui lui a permis d'arriver à lieutenant et puis commandant, mon père. Alors, je suis rentré à Caousou à cause de lui. Alors là, je vous dis pas le Caousou. Hein, les jésuites. Tapia, le rouge. Bêtises, hein. Le diable, j'étais le diable. L'esprit malin, il m'avait surnommé, vous vous rendez compte un peu? L'esprit malin. Et alors, il a pareil, sale espagnol, sale race, malgré que ce soit les curés. Pas les curés, évidemment. Les élèves? Les élèves. Constamment en train de me battre. Constamment. Et il me respectait. Il me disait plus rien. Vraiment, j'avais une haine terrible. Chaque fois que il me mettait comme ça, il dit, hop, il ne faut pas le toucher à Tapia. Ne touche pas. Par contre, il y en avait un qui se faisait aussi insulter, le pauvre, c'était le Cohen, Alain Cohen, qui tenait sa mère tenait une boutique, pauvre Cohen, qui tenait une belle boutique de magasin de robes et tout, de prêt-à-porter à rue Lafayette. Rue Lafayette, Alain Cohen. Et Alain me disait, Henri, tu viens me défendre, parce que regarde ce qu'ils me font, ainsi de suite. Je ne sais pas. Par contre, je lui dis, écoute, tous les matins, tu viens ici avec une brioche pleine de beurre, avec un jambon dedans, et tu en fais la moitié, puis tu le jettes. Tu m'en donnes un petit peu, s'il te plaît. D'accord. Et tous les matins, je vais droit ma brioche. Un bon Ma brioche avec ce qui est l'intérieur. Et c'était Alain Cohen, qui habitait rue Montplaisir, à côté du docteur Diaz d'ailleurs. Et j'en conserve un très bon souvenir. J'ai essayé de le retrouver et je n'ai pas pu le retrouver. J'ai demandé à M. Cohen d'ailleurs, de Ramonville-Saint-Agne, s'il le connaissait. Je n'ai pas pu le retrouver. Alain Cohen. C'est des anecdotes. Mais par contre, une autre anecdote concernant ça, j'étais avec lui, avec Alain Cohen. Je descendais le grand escalier du Caousou, le latéral, avec un grand chêne sur le côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il me jette le sale espagnol. Moi j'ai dit, sale juif. J'étais copain avec un curé qui s'appelait le père Bondas, qui était le sous-préfet des minimes de l'époque du temps de Caousou. Il sort de derrière son arbre de chêne qu'il avait, le père Bondas, il me dit, Tapia, venez ici. Moi, oui, mon père, pourquoi vous avez traité Alain Cohen de sale juif? Oui, mon père, il m'a traité de sale espagnol. Alors, le père Bondas, il est parti, il n'a rien dit. Comme quoi, c'est drôle, hein? La vie, il y avait d'autres enfants d'exilés dans cette école-là? D'exilés espagnols? Oui, il y avait la famille Diaz Alipio. D'accord. La famille Diaz, c'était deux frères, Diaz Alipio, dont le père tenait le fameux atelier était un des chefs du fameux atelier de chaussures qui avait été monté au camp du Recibedou. D'accord. Puisque le camp du Recibedou, à un moment donné, avait été transformé en Villa Don Quixote. On appelait ça la villa Don Quixote, Villa Don Quixote.
Et il y avait tous les Espagnols qui avaient aménagé là, ils avaient donné des cours, il y avait des ateliers, et notamment ils fabriquaient des chaussures. Et la famille des Alipio avait les deux fils là. Donc du coup, vous étiez amis avec ces enfants, les deux enfants qui étaient à l'école avec vous. Vous étiez entre Espagnols ou... Ah non, pas du tout, au Non. Causou, que dalle. Il y avait pas... C'était les gens à pognon qui étaient au Causou. Moi, j'avais que dalle, je n'avais rien du tout. Et par contre, je m'étais fait ami, moi, avec deux Noirs. Avec Georges, non, pas Georges, il y avait Adolphe, Georges et Gilbert. Gilbert, qui étaient trois Noirs de la famille Lawson. D'accord. La famille Lawson, ils étaient du côté de la Côte d'Ivoire, Cotonou, je crois, comme ça. Et des gens à pognon, ils étaient 4 frères au Causou, dont le grand qui était en haut. Et alors, la première fois, comme je suis rentré au Causou, comme pensionnaire en plus, la première nuit que j'arrive au Causou, mon pauvre, je m'allonge sur mon plumeau la nuit. Quand je me retrouve, je vois à côté de moi le noir, avec des yeux comme ça qui me regardaient. C'était Adolphe qui me regardait. Salut Adolphe. Il me regardait. On a fait ami. Très bien. Avec Georges, pareil. Et avec Gilbert aussi. Plus tard, puisque Gilbert, on a même invité avec nous à venir à manger avec nous à la maison. D'accord. Et qui est maintenant, Gilbert, il vit encore. C'est un des entraîneurs du Paris Saint-Germain. Il doit avoir 84 ans maintenant. C'est un pilier du stade à l'époque. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, avec j'ai renoué. Et vous êtes resté jusqu'à quel âge dans cette école? Pardon? Vous êtes resté jusqu'à quel, Eh bien, je suis quel resté âge dans cette école? J'avais 9-10 ans. J'ai fait la 10e, la 9e, la 8e et la 7e. D'accord. Et la 7e, monté à la 7e, j'ai attrapé une pneumo-infection, une pleurésie, avec une pneumo-infection. J'ai été malade pendant 6 mois et puis après, je suis parti en sanatorium. D'accord. Et vous avez pu reprendre l'école ensuite? Évidemment, là, à l'école, on faisait l'école là-bas, Là-bas, au Sana. au sanatorium. Et puis quand je suis revenu, je suis rentré à l'école Saint-Jude. D'accord. L'école Saint-Jude, oui, c'est ça. Là, j'ai passé mon certificat d'études, des certificats d'études. Et le certificat d'études, j'étais dans la classe de M. Guérin, c'était les frères des écoles chrétiennes. Et je me rappelle, comme moi, je ne me laissais pas faire, j'étais toujours le temps en train de me révéler, tout le temps. Je me rappelle, à l'époque, on me donnait des coups de règles sur les doigts, vous voyez, des règles carrées comme ça, de 2 par 2, longues comme ça. T'as bien venu ici, les doigts. Bon, alors, l'autre venait, les livres comme ça, à genoux, les livres. Moi, j'ai connu ça. Bon, c'était souvent que j'y étais, mais alors, ce jour-là, il me tapait les doigts. Il m'a filé une pète. Je prends la règle par la fenêtre. la règle est tombée en bas de la cour de Saint-Jude. Une anecdote entre autres. Pas Je me facile rappelle toute l'école. ma vie de ça. Alors j'ai passé mon certificat d'études là. Comme ça allait bien, ça a l'air de m'avoir bien compris. Parce que quand j'étais au Causou, je l'avais bien pris au Causou. Ça, c'était un truc. Et j'avais beaucoup perdu pendant mon séjour au Sana. J'avais perdu pratiquement 2 ans. J'avais un retard terrible. Et on me mettait dans des classes supérieures à mon niveau. Mais je ne pouvais pas. Certaines choses, je les faisais très bien, d'autres mal. Les mathématiques et tout, je ne connaissais pas. C'était nul. Alors on me met à Saint-Étienne. Les curés me mettent à Saint-Étienne. Pourquoi j'en sais rien? 2 ans à Saint-Étienne pour passer mon brevet. Je suis revenu à Saint-Jude. Et à Saint-Jude, j'ai passé mon BI, mon CAP tourneur, CAP ajusteur, mon BI première partie, mon BI deuxième partie. Voilà. Et après, je suis parti à l'armée. D'accord. Et Mais à Saint-Jude, c'était toujours la castagne. Ah oui, encore. Même encore, jusqu'à l'âge de 18 ans, des salles espagnoles. Parce que moi, j'ai toujours revendiqué mes origines espagnoles, tout le temps. Je n'ai jamais eu honte de ça. Et quand il y avait quelque chose, je revendiquais. Ouais. Même le père, le frère il y avait le frère Lambert. Le frère Lambert qui était le chef de l'atelier, c'était un homme remarquable, un ancien cavalier, un ancien officier de cavalerie, qui était passé, disons, comme prof, et puis sous-directeur de l'école Saint-Jude. Et où c'est que je voulais me dire pour ça? Aïe, 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 je ne me rappelle plus maintenant. J'avais un truc qui me suivait là, le frère Lambert. Ah oui,
le frère Lambert, alors un jour il me prend à part, il me dit comme ça, Tapia, allez me chercher un marteau de forge, parce que moi il y avait la forge. Moi je cherche un marteau, je lui donne. Mais c'est pas un marteau de forge que vous me donnez là. Paf, il me file une tarte. Bon pauvre, moi j'étais là avec le marteau à la main. Je lui dis, qu'est-ce que tu donnes un coup de marteau ou pas un coup de marteau? Alors ce frère Lambert, à 2h, il y avait une réunion tous les jours, à 2h, une réunion qu'on faisait entre nous. Bon, chacun pose des questions, ceci, cela, on va y venir. Alors il réunit tout le monde, il dit, je tiens à féliciter Henri Tapia, parce que s'il m'avait donné un coup de marteau là, tout à l'heure, ça aurait été bien fait pour moi, parce que je n'avais pas à lui donner une chiffre que j'ai donné. Comme quoi c'était un homme intègre. Oui. Et alors quand on se réunissait dans ces fameuses réunions qui donnaient de ça, moi je posais tout le temps des questions, pas possible. Alors une question qui revenait souvent, que je posais, dites-moi mon frère, là, avec toutes ces étoiles qu'il y a dans le ciel, comment ça se fait que nous soyons tout seuls au monde? Ah, mon fils, il faut avoir la foi. Bon d'accord. Dites-moi mon frère, en Espagne, pendant la guerre civile, mon père racontait que quand il rentrait dans les couvents des sœurs, il y avait des tunnels qui reliaient le tunnel avec les couvents des frères à côté, et il trouvait plein d'ossements de petits. Ah, écoutez, Tapia, arrêtez, on n'a pas à parler de ça ici, il faut voir la foi. Terminé. C'était important pour vos parents que vous réussissiez à l'école? Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'était important pour vos parents que vous réussissiez à l'école? Ben évidemment. Moi, j'avais trop de retard. Oui. J'aurais voulu rentrer à, disons, l'école Boulle de Paris, quoi, pour terminer mes études comme ingénieur. Mais pas possible, j'avais en mathématiques, j'étais pas bon. Par contre, quand je suis revenu de l'armée, j'ai fait l'école du soir. On l'appelle l'école professionnelle du soir, pour faire ingénieur. Mon pauvre, je suis arrivé à faire des intégrales, de tout. Alors qu'avant, même en chimie et tout, ça rentrait tout seul. Mais c'était trop tard. Vous avez fait quoi du coup comme métier après? Eh bien après, comme j'ai fait l'Algérie quand même, moi je me suis engagé, j'étais militaire, je ne voulais pas aller chez Franco. Par contre, j'ai des collègues à moi qui parlent un peu beaucoup, que ceci, que cela, ils sont allés jurar bandera, jurer au drapeau, au consulat, ou alors payer une certaine somme pour ne pas faire le service militaire. Ah oui, d'accord. Moi non, je n'ai pas voulu. Moi j'ai dit, je veux être français, je dois faire mon service, j'ai des copains qui sont de casse-pipe, moi je suis pareil. Et j'ai dit, je m'engage. Je ne savais pas si j'allais en Algérie ou quoi. Hein. Mais à l'époque, c'était ça. Les gens ne voulaient pas aller faire l'armée parce qu'il y avait la guerre d'Algérie. Par conséquent, je me suis engagé. Et puis j'ai terminé sur hélicoptère pendant 3 ans, 2 ans en Algérie. Voilà. Je zigzaguais en Algérie à nord, sud, ouest, depuis Oran jusqu'à Bonn, de Bonn jusqu'à Tellerma, Batna, le sud. Enfin, je récupérais les femmes enceintes, je récupérais les blessés et tout. D'ailleurs, j'ai même retrouvé une femme qu'on avait récupérée à Tixirt, qui était près d'Akoutché, pour elle l'emmener à l'hôpital Maillot, je crois que c'est l'hôpital Maillot d'Alger. Non, il y a le Mustapha, c'est celui pour les Arabes, pour les Algériens, qui est venu faire de la couture chez ma mère, pour se faire un truc chez ma mère. On parlait, elle disait comme ça, Madame Tapia, oui, ceci, avec votre fille, elle me dit, vous êtes de d'où? Mais je suis d'Alger, ah bon? Quel endroit? De Tixirt, ah, d'accord. Et moi, j'étais sur l'ICO, je récupérais les gens, d'accord. Ah bon? Mais moi, j'étais récupéré une fois par... Alors, c'est vous la femme enceinte que j'ai récupérée. Comme quoi, le monde est petit. Hein. Oui, comme quoi. Voilà. Vous dites, c'était important pour vous d'être français? Bien évidemment. Je vis en France. Je suis français. Mais alors, après, bon, il y a des fois, il y a des choses qui se passent, pendant qu'il y a un match de foot ou autre, on ne sait plus si on est français ou espagnol. Mais moi, c'est très important d'être français. Je suis très fier d'être français. Oui. Mais j'ai toujours quand même quelque chose du côté de la corne, vous savez, comme on dit Nougarou, la corne qui pointe là-bas. Enfin, bon. Et du coup, pendant toute votre enfance, et même ensuite, votre père, donc tout à l'heure, on a parlé de son matériel photographique. Alors, qu'est-ce qu'il a pu photographier? Eh bien, mon père a photographié. Où est-ce que vous avez pu le suivre aussi? Mon père a photographié depuis le début de la guerre, pratiquement quelques photos. Des photos pendant la guerre. Et ensuite, il y a eu un temps d'arrêt, les photos du camp d'Argelès, surtout.
Quand on ne sait pas pourquoi il n'a pas pris de photos, des cannes de condom, des photos de Laurent Sainte-Marie, et puis après tout l'exil républicain espagnol à Toulouse jusqu'au temps qu'il est décédé. Et moi j'ai pris la suite. Voilà. Mais j'ai quand même un archive qui est important. C'est pas n'importe quoi. Hein. Et après 3000 photos à l'époque, c'est beaucoup. Surtout avec les moyens qu'il avait. Il n'avait pas de moyens. Surtout le peu d'argent qu'il avait, comme ma mère disait. Henri, on est en train de te prendre la tête. On est en train de te sortir le peu de poils que tu as sur le crâne. Mon père était chauve. Voilà une expression de ma mère. Henri, que te están tomando el pelo, en espagnol. Vous voyez oui, c'était ma mère en définitive qui alimentait avant qu'il ait le magasin quand même. Oui, avant cette période. C'est ça. Et ben c'est là qu'il y a les photos les plus intéressantes. Ce renouveau, l'espoir de revenir en Espagne, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu du coup cette période-là, des liens, les exilés espagnols, tous ces espoirs-là, ce que votre père a pu photographier? Les liens entre nous, bon, c'était la cité Madrid. Oui, c'était vraiment la cité. C'était la cité Madrid, entre les uns et les autres. Après, bon, il y en avait des connaissances. Compte tenu que mon père faisait la photo et tout, on avait des connaissances un petit peu partout. On allait souvent au Candide, voilà, parce qu'on avait retrouvé la fameuse Angelita, celle qui me prenait chez elle, qu'elle n'avait pas de gosse. Et moi, j'étais le roi là-bas. J'étais le roi. Quand j'arrivais chez elle, moi, j'avais de quoi? Il y avait des tartines de pain là, avec de la graisse d'oie, parce qu'elle avait des oies, avec du sucre. Manger ça, c'était un régal. Elle avait 2 chèvres, on mangeait du lait de chèvre, on buvait du lait de chèvre. J'ai les photos et tout de ça, c'était extraordinaire. Je dormais en haut dans l'espèce de grenier qu'il y avait, et à côté de moi, il y avait les poules, avec les poussins, et de l'autre côté, il y avait les chats. Et moi, je dormais entre les poules et les chats. Bon, il y a une période extraordinaire que j'ai passée au Candide d'ailleurs. Après, on avait des amis, on retrouvait le teniente colonel Domingue Solarte, qui avait été pris sous la houlette d'une dame rue du Rempart Saint-Étienne, et qui vivait avec elle, évidemment. Et bon, on se retrouvait, il y a aussi des photos là-dessus. Bon, la famille Pradal, c'était carrément les amis les plus intimes que nous ayons. C'était voisins en plus. À côté, ils habitaient à côté de chez nous, juste à côté, le portail à côté. Oui, okay. Mais si jamais il fallait que je parle des amis, bon, il y avait les Mendoza, la famille Mendoza, il y avait Massa qui a terminé architecte de la ville de Toulouse. Massa, Ferdinand Pradal qui est terminé comme responsable à la boule là, des liquides et des solides. Et c'est le responsable. Carlos Pradal, que vous savez ce qu'il c'est, le peintre. Kalinka Pradal qui est terminé aussi professeur. Claude qui s'est marié avec Bernardi, le peintre. Le peintre qui maintenant, dont le frère récupère toutes les vieilles barcasses à Collioure, là, qui les restaure. Bernardi, François. Qu'est-ce qu'il y a encore comme parents de l'époque? Bon, il y a les familles Martinez, il y a 2 familles Martinez, la famille Lopez, que je retrouve le Lopez, qui est leur fils habite là, qui s'appelait Lopez, il s'appelait Maurice. Alors on chantait Maurice qui pisse devant la police sort du cobol ressort. Alors c'était la castagne avec Maurice. Ah mais sur la cité Madrid, il y avait une bande alors. Sacré Maurice. Moi. Bon après il y avait la famille Calfon. Ça c'était les Juifs avec qui on a eu des amitiés. On a eu une amie très sincère. Parce que la fille Yvonne a été mariée avec un monsieur Parot. Ah non, Parot, c'était le fameux gars dont cherchait le nom de mon père, le prêtre-nom. Ah, d'accord. C'est lui, monsieur Parot, le prêtre-nom. Et là, c'était la famille. Je ne m'appelle plus le nom. C'est pas grave. Qui était mariée. Enfin, dont les fils Michel, Claude et Alain. Hein, un est devenu rabbin, il est en Algérie, en Israël. Claude est resté là. Et son frère à Yvonne, qui était Calfon Bébert, qui s'est converti au catholicisme. Je l'ai su par sa femme, plutôt parce que je recherchais. Et une plaque à lui qui est au Toec, là aussi qu'il y a le tennis. Et une plaque à lui, à Bébert Calfon. Voilà. Et les regroupements ou les manifestations, les événements qui se sont passés? Au début, on se retrouvait, disons, au Cinespoir. Le Cinespoir, c'était pratiquement le centre de toute manifestation, aussi bien socialiste que sénétiste, mais pas communiste. Oui. Là, on a dit communiste, on ne veut rien savoir.
Par conséquent, ça se passait tout au Ciné Espoir. Les Basques avaient leur truc à eux, mais ils venaient de temps en temps. Les Catalans, n'en parlons pas, ils avaient leur casal à eux, leur casal, ils étaient chez eux, on ne les voyait presque pas. Il y avait quelques Catalans qui venaient quand même, hein. Ils n'étaient pas tous catalans. Voilà. Sinon, on se retrouvait au Ciné Espoir, il y avait des manifestations, il y avait des pièces de théâtre, il y avait des zarzuelas qu'ils interprétaient, des pièces de théâtre comme La Louborde de Luis Alonso ou comme, je ne me rappelle plus l'autre, comment ça s'appelait, qui étaient interprétés surtout par des gens, disons, des anarchistes, la CNT. Ah, d'accord. Ah oui, oui. Ils étaient très introduits là-dedans. Avec Madame Dagen, comment ça s'appelle là, les parents de... Ah, comment ça s'appelle? Aide-moi. Oui. Voilà. Voilà. Qu'on le retrouve maintenant, ils ont la même façon de faire. Ça, oui, très organisé. Très organisé. D'accord. Et vous avez participé, vous, à ces activités culturelles? Oui, évidemment. Mon père prenait des photos et moi j'étais avec lui. D'accord. J'étais pratiquement obligé d'être avec lui tout le temps. Aux activités culturelles et surtout aux activités et les meetings politiques qui se déroulaient soit à la Bourse, soit au Ciné Espoir au Thor, soit à la Hallogren. La Hallogren, vous savez qu'il y avait toutes les concentrations politiques de l'époque. Ah ben moi je me rappelle, il y a un monde terrible. Et puis ça y est, attention, ça bougeait. Et maintenant on voit ce qu'il y a maintenant, il ne reste pas grand-chose. Voilà. On s'est francisé maintenant. Et lorsque vous avez grandi, vous avez participé vous-même à ces activités, non? Moi, je n'avais pas le temps d'aller faire la politique. Mon père non plus. Mon père faisait des photos. Mon père ne faisait pas de politique. Ah, mon père, il était encarté en longueur par aucun parti. Il faisait partie de la UGT, Unión General de Trabajadores. UGT. C'est un syndicat. Mais il ne faisait pas partie ni de socialistes, ni de communistes. On était d'obédience plutôt socialiste, mais ni communiste, ni sénétiste. Il était bien avec tout le monde, mon père, sauf les communistes. D'accord. Ouais, donc lui, il faisait les photos, mais après... Voilà. D'accord. Il se permettait de rentrer n'importe où, n'importe comment. Il était admis par tout le monde. On savait que c'était le photographe. C'est le photographe de l'exil républicain. Voilà. D'accord. Et par rapport aux activités culturelles, est-ce que vous en faisiez de vous avec d'autres adolescents de votre âge? Non, moi j'étais quand même assez individuel de ce côté-là. Moi je faisais de la gym, je faisais de la lutte gréco-romaine, j'ai fait comment ça s'appelle, des agrès, c'est-à-dire la barre fixe, la barre parallèle, tout ça. Mais pas, Et toujours des sports, disons, individuels. Après j'ai fait du judo, et puis j'ai fait du judo, je suis ceinture noire de judo. J'ai fait du karaté, je suis ceinture noire de karaté. J'ai terminé il y a 8 ans, quand j'ai eu mon attaque quand je me suis fait opérer du cœur, j'ai arrêté. Oui, bien sûr. Mais autrement, j'ai jamais intégré, disons... de théâtre ou d'autres... Non, pas du tout. D'accord. Ah non, la seule fois que j'ai fait, qu'on m'a mis en scène pour que je chante une chanson à l'école Saint-Jude, là, où je devais chanter la Tantine des Burgos, ils m'ont sorti avec une... C'était pas... C'est la Tantina des Burgos, je vous dis pas, ils m'ont jeté. C'est pas concluant. Bon. Ah non, parce que moi, quand je sors et que de suite je perds la mémoire. Voilà. Et tout à l'heure, vous racontiez, vous, du coup, l'armée, vous vous êtes engagé. Lorsque vous êtes revenu ensuite à Toulouse, lorsque vous étiez adulte. Oui. L'armée, vous êtes engagé, vous êtes revenu à Toulouse. Voilà. Est-ce que là, du coup, vous êtes... J'ai été rapatrié sanitaire, pour blessure de guerre. Par conséquent, j'ai fait 3 mois à l'arrêt, entre la vie et la mort, pratiquement. Et on ne savait pas comment me soigner. Et puis, voilà, pendant 10 ans, j'ai végété avec un truc là. Je faisais de la buliminerie chronique. De là? Bulmine. D'accord. Chronique. Par conséquent, j'étais tout le temps en perte. J'ai fait mon palpitant qui tournait à 120. Tout le temps, 120. Par contre, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous me parliez de comment on avait des nouvelles d'Espagne à l'époque. Oui. On n'avait aucune nouvelle d'Espagne. Oui, par exemple, la famille qui était restée en Espagne. On s'écrivait, on envoyait des colis. Il y en a qui arrivaient, il y en a qui n'arrivaient pas. Mais les seules nouvelles que nous avions, c'était par la radio. Par la radio. Par conséquent, mon père savait, comme il avait un peu on avait acheté une radio. Et tout le monde venait écouter la radio chez Tapia. D'ailleurs, quand on regarde le bouquin, là, on regarde cette fameuse
radio où c'est qu'il y a M. Pradal en train d'écouter la radio. Et c'était, alors il y avait deux, ben, là, voilà. Oui. Il se mettait à côté de la radio pour l'écouter. Alors cette fameuse radio-là, en question, on écoutait évidemment les émissions en français, mais on écoutait aussi les émissions espagnoles. Et les émissions en français, on entendait le soir qu'il y avait... alors il y avait 3 radios qui interprétaient. Il y avait Radio Andorre, il y avait Radio Paris, et il y avait Radio Pirenaica. Alors Radio Andorre, c'était tous les matins, Radio Andorre. C'était c'était la musique de... On entend dans la radio. Alors c'était les émissions, c'était surtout des trucs de chansons espagnoles, de rigolades, des trucs comme ça, vous voyez. Il y avait un truc qui s'appelait par exemple Gila. Gila, c'est un humoriste espagnol. Il y avait comment ça s'appelle ça, il y avait, comment s'appelle celui-là qui chantait ça, Maginette la Cagna. Alors on lui posait la question, dites-moi Maginette, où c'est qu'on trouve de l'eau? Alors le Maginette en question, c'est à l'école ça, c'est le professeur qui posait la question. Où c'est qu'on trouve de l'eau Maginette? Alors Maginette disait, ah je sais pas, oui, dans les rivières. Très bien, où c'est encore? Dans les ruisseaux. Oui, très bien, Maginette. Et où c'est qu'on trouve de l'eau? Dans les lacs. Ah, très bien, Maginette, dans les lacs. Et où c'est qu'on trouve encore de l'eau, Maginette? Ah, monsieur le professeur, je ne sais pas, dans les fontaines. Très bien, Maginette. Mais encore, où c'est qu'on trouve de l'eau? Ah, monsieur le professeur, je ne sais pas. Alors le gars, il réfléchit, il dit, ah, ça y est, dans le lait et le vin. On a vu, parce qu'à l'époque, on coupait l'eau et le vin. Alors, pour revenir à l'Andorre, les radios. Alors, c'était après, ah, qui? Radio Andorra. C'était la femme qui disait ça. Ah, qui? Radio Andorra. On était content d'écouter ça. Il y avait des chansons d'époque de ma mère qui chantait. Ya se accostó la luna lunera, y ha abierto su ventana la piconera. Et ma mère chantait ça, elle était contente. Et puis il y avait Rina Ketty qui chantait aussi, Sombreros et mantilles, la 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 la. Et ma mère chantait tout ça. Et nous, ça nous faisait du bien parce que c'était espagnol. C'est ça. Bon, après, il y avait Radio Paris, évidemment, avec Roncero, qui émettait tous les soirs, qui parlait des événements d'Espagne. D'accord. Il y avait là aussi, le soir, Radio Paris, radio qui disait Radio Londres, qui disait, écoutez Radio Londres, pom 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 pom, pom 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 pom. Ici, Londres, les Français parlent au français. Pom 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 pom, pom 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 pom. Message, le poulet a tué le coq. Ou je ne sais trop quoi. Le loup est au coin du bois. Des messages comme ça. Ou alors, quand le jour du débarquement, les violons rythment mon cœur d'une façon monotone. Je crois que c'est ça à peu près. Un truc comme ça. C'est pour le jour du débarquement. Et on écoutait ça. Par contre, il y avait la station Pirenaica qui émettait, c'était les Russes ça, c'était les Soviets, les communistes, qui émettaient depuis Zagreb là-bas. On croyait que c'était des Pyrénées qui émettaient ça. Et alors, quand on a compris que c'était les communistes, terminé. On n'écoutait plus. Et après la guerre, vous avez pu être en lien avec la famille qui était restée en Espagne? Oh non, on n'a pas de nouvelles, on n'avait que des nouvelles par écrit, c'est tout. Que par nouvelles par écrit. On a pu se retrouver que quand mon père a pu revenir en Espagne en 54 ou 53. Quand on lui a donné le... Il a été naturalisé. Non, quand on lui a donné la permission, il était déjà naturalisé, oui. Quand on lui a donné la permission d'y aller. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que moi, j'y avais été, moi, avant. Vous êtes allé quand la première fois? En 1947, j'étais en Espagne pour la première fois, et j'étais accompagné grâce à l'ami de Kalinka Pradal, qui s'appelait un policier, c'était un policier français qui était à Saint-Étienne, là, au rempart Saint-Étienne. Son nom, je ne me rappelle plus non plus. Il faudrait que je le note tout ça. Ça va me revenir. Monsieur Lavessière, inspecteur de police à Lavessière, il m'a pris, il m'a fait passer par le Pertus. Je suis passé par le Pertus, non. On passait par Hendaye, je crois. Et à Hendaye, j'arrive, Enrique Tapia, évidemment. Moi j'étais fiché, parce que mon père était fiché, Enrique Tapia.
il ne m'arrête pas, j'avais 7 ans. En 47, j'avais 7, 8, 9 ans, 10 ans. Il m'arrête, il me dit stop. La vestiaire me dit pourquoi? Ah, on contrôle. Alors quand ils ont vu que j'étais indétectable, mais le fils, il n'avait rien à voir, ils m'ont laissé passer. Et j'ai pu aller voir mes grands-parents. D'accord. Donc c'est la première fois que vous les avez vus. La première fois que je ne vous dis pas, arrivé là-bas. Mais là-bas, bon, la famille, les retrouvailles et tout, et puis moi, mon grand-père et tout. C'était la joie. Et alors, ils m'ont amené, à un moment donné, on est allé à ce fameux Vallecas, le fameux village à côté de mes parents. Et c'est là que j'ai vu les atrocités de la guerre. C'est là que j'ai vu tous ces gars mutilés, les mutilés de la guerre d'Espagne, parce qu'il y a des morts, mais il y a eu énormément de mutilés, avec des petits carritos comme ça, des petits carritos avec 2 roues. Ah oui. Et ils manœuvraient Avec la main. avec les mains comme ça. Et j'en ai vu, il y en avait avec des mochilas, des muletas comme ça, en train de marcher. Et ça m'avait impressionné. Et j'ai toujours gardé ce souvenir de cette fameuse période de la guerre, avec tous les dégâts que ça a fait à Vallecas. Et vos grands-parents, à ce moment-là, ou plus tard, est-ce qu'ils vous ont raconté un peu Non. ce qu'ils ont vécu en Espagne? Non. Ils n'en parlaient pas? Non, parlait. Moi, j'étais trop petit. Moi, je Non, pensais mais après, peut-être. Là, vous étiez trop jeune. C'est ma mère après qui m'a raconté avec mon père, mais mes grands-parents, non. Non, ils ne m'ont pas, de ce côté-là, ils m'ont raconté. Moi. Et puis, en plus de ça, moi, j'arrivais, je partais courir à droite, à gauche, avec mon cousin. On allait traverser la rivière, on faisait des 400 coups là-bas. On montait sur la montagne, terrible. Enfin, c'était bien. Ça avait bien passé. Et puis, mon père, quand il a pu revenir, c'est là. Vous l'avez accompagné au village là? en question. Oui, on y allait ensemble. Vous êtes allés ensemble. Donc vous, votre mère et vous voyez un petit peu comment c'est la vie. Dans la mesure où on n'est pas une personne qui a fait que du bien. Mon père a fait du bien à tout le monde, pratiquement à tout le monde. Même ici à Toulouse. Et beaucoup ne s'en rappellent pas ça. Le bien qu'a fait la famille de Tapia vis-à-vis de beaucoup de réfugiés, parce que c'était la terre d'asile chez nous. On avait toujours des réfugiés à la maison, tout le temps. La famille Marquez, la famille Capillas, la famille Sanchez, la famille à côté, qu'on avait la famille Pradal quand ils venaient, on les aidait aussi. Je crois même qu'on a une famille de juifs, je ne me rappelle plus qui c'était. Et alors, pourquoi je vous parlais de ça? On parlait du retour en Espagne, du voyage de votre père en Espagne. Là-bas, mon père avait des amis aussi, qui étaient du côté de Franco. Mais la guerre a fait qu'ils se sont séparés. Et il y avait une famille qui était là, dont le père avait été nommé maire du village. Mon père se pointe, là-bas au village, et une bande de rigolos de l'époque, côté des Facha, côté de Franco, ils voulaient filer une danse à mon père. Le gars dit non, vous ne touchez pas à Tapia. Il est venu ici, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi voulez-vous lui casser la figure? Pourquoi j'ai dit cela? Et alors, ils l'ont laissé tomber, ils n'ont rien fait à mon père, ils ne l'ont pas touché. Par contre, d'autres qui sont allés là-bas, ils se sont retrouvés, d'autres. Ah oui. Mon père, non, il a pu revenir en France tranquillement. Et il est revenu par la suite aussi. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il a voulu revenir en France, en Espagne, votre père? Il fallait qu'il voie son père et sa mère au moins. C'est normal, toute la famille qui est là-bas. Oui, si vous pouvez y aller, on y va. Et ça fait déjà près de 20 ans qu'ils ne les avaient pas vus. Mon grand-père est décédé après, par la suite. Bon. Je crois qu'il est décédé avant mon grand-père. Oui. Et puisqu'il est mort comment s'appelle ça, d'une tuberculose. D'accord. Et est-ce que votre père avait des frères et sœurs? Mon père avait un demi-frère, et puis une sœur. D'accord. Et alors, la Juana. Ils étaient en Espagne? En Espagne, aussi. D'accord. Oui. D'accord. Oh, après, ils se voyaient assidûment. Quand chaque fois qu'on y allait, tous les ans pratiquement on y allait. D'accord. Et du côté de votre mère, il y avait donc un frère, l'oncle? Pareil, mon oncle, Manolo. Qui était revenu. Manolo, la Juana, ma tante l'Encarna, et une deuxième sœur, je ne me rappelle plus le nom. Oui, mais en tout cas, ils étaient restés en Espagne. Oui, mais après ils sont venus, la famille Martinez, du côté de ma mère, ils sont venus vivre à Toulouse. Ah d'accord. Ils sont venus vivre à Toulouse, oui. Mais il y en a plein de Belvert maintenant. Ils sont mariés, ma cousine s'est mariée avec un Belvert, là. Pili, la Maria Luisa s'est mariée avec un Belvert. Et du côté du frère de mon père, Tapia s'est mariée avec un Belvert qui habite maintenant du côté de Ramonville, là-bas. D'accord.
Et tout à l'heure, on a parlé vraiment pendant l'exil, du parcours que vous avez fait avec votre mère. Vous n'aviez pas de nouvelles de votre père. Ensuite, est-ce que votre père vous a raconté ce qu'il a vécu, lui? Oui, alors là, si on rentre là, il a vécu ce qu'il a vécu au camp d'Argelès. Alors là, il m'a raconté que les anecdotes du camp d'Argelès, comment ça s'est passé. Quand le camp d'Argelès, c'était abominable. C'est vrai. La façon dont ils étaient reçus et tout, les camps, dans le trou, la couverture avec 4 machins avant de pouvoir. Et puis les exactions des Sénégalais. Oui. Les exactions des soldats sénégalais, même pas des Sénégalais, des autres aussi. Hein. Alors il me racontait que souvent il y avait des. Alors il disait, par exemple, oui, il y a l'histoire du fameux courrier que recevaient les aviateurs là. Et qu'un gars, je ne me rappelle pas son nom non plus, entreposé dans une espèce de camionnette, il avait tout rangé, le courrier et tout qui était là. Et un jour, du jour au lendemain, il y a, comment ça s'appelle, il y a les autorités qui disent, bon écoutez, cette carcasse de camionnette, il faut la sortir de là. Et avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et le gars disait, non, ne me le sortez pas, parce que là, le fameux chef en question qu'ils avaient là, les militaires aviateurs. Non, ne la sortez pas parce que j'ai le courrier de tous mes enfants. Mes enfants, c'était un gars qui avait déjà près de 50 ans, un ancien militaire qui était là. C'est mes enfants, il ne faut pas me le sortir parce que là, vous allez détruire. Alors, ils sont venus avec un tracteur, je sais pas quoi, ils ont accroché, puis ils ont tout embarqué. Et alors, de rage, mon père le raconte là sur un enregistrement qu'il a fait. De rage, il a réuni tout le monde, tous les aviateurs qui étaient là, il dit, écoutez, ceux qui viennent d'arriver maintenant, c'est abominable ce qu'ils ont fait avec nous. Ils nous ont porté le courrier et tout, mais je jure une chose, je regrette une chose, c'est de ne pas avoir de garçons. Parce que si j'avais que des garçons, je les enseignerais à faire la guerre aux Français. Mais comme j'ai que 2 filles, je vais leur enseigner à haïr les Français. Vous vous rendez compte? Dire ça, à cause de la. Moi, j'en parle parce que quand j'ai vu ça, quand l'interview qu'a fait mon père à l'époque avec la UNE, l'Union universitaire espagnole, là, ils l'ont interviewé, il raconte cette histoire. Et moi, ça me remonte le trip. Et ensuite, il y avait les histoires des exactions que pouvaient faire les Sénégalais vis-à-vis des Républicains, parce qu'il n'y avait rien à manger, il fallait qu'ils mangent. Alors, il fallait du troc. Alors toi, tu me donnes là. Alors comme les aviateurs, ils étaient bien habillés, ils avaient des vestes en peau, des pantalons en peau, des bottes et tout. Alors ils faisaient du troc, tu me donnes les bottes, je te donne un poulet, des trucs comme ça, avec les soldats, et surtout les Sénégalais qui faisaient du troc avec eux. Ou les tirailleurs algériens qui étaient là. Et alors un jour, il y en a un, il dit, bon, oui, tu me donnes les bottes, d'accord, tu me portes le poulet, à manger. Ils donnaient les bottes. Il ne ramenait jamais rien. Et puis un jour, il se repointe à nouveau. Ah oui, tu viens, toi, on va t'arranger la chose. Qu'est-ce que tu veux? Une paire de bottes. D'accord. Tu amènes le poulet. D'accord. Ils ont mis à l'intérieur, avant qu'il arrive, ils se sont démerdés. Hein. Mon père qui me le raconte ça. Ils ont mis un explosif dans une botte, une grenade, je ne sais pas quoi, un truc. Il y avait des armes. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont fait une espèce de mèche, je ne sais pas quoi, comment ça s'est passé. Ils ont filé la paire de bras. Oui, tiens, prends. Le gars, il est parti à nouveau sans leur donner le poulet. Et boum, ils l'ont tué comme ça. Parfois, ils sautaient la barrière pour les égouiller des soldats français, pas quoi. Hein, parce que ça fait des exactions qui se produisaient. Et par haine de voir ça, il arrivait à faire ça. Moi, c'est mon père qui me l'a raconté ça. Est-ce que c'est vrai? J'en sais trop rien. Voilà. Et donc, il vous a surtout parlé du camp d'Argelès? Ou est-ce qu'il vous a parlé des autres camps aussi où il a été? Du camp de Gurs, très peu, il m'a parlé. Il m'a parlé du camp de Gurs, que mon père est officier déjà. Il était dans la case des officiers et il faisait ça. Il s'occupait de faire ça, faire des lettres et tout. Hein. Il ne m'a pas parlé de quoi que ce soit du camp de Gurs. Parce qu'il n'est pas resté longtemps, mon père à Gurs. Hein. En définitive, quelques temps, il est resté 3 mois. 4 mois, c'est tout. Alors que d'autres, ils sont restés pendant des années. Voilà. Et sur la période après, là, à Toulouse, on parlait des liens qu'il y avait entre les exilés espagnols. Vous avez gardé, ou votre père
Au fur et à mesure de sa vie, il a gardé des liens avec les exilés espagnols? Ben oui, hein. Oui, mais Toute sa vie? on croyait qu'à Toulouse, il y avait quand même 24 000 ou 30 000 Espagnols, hein. À Toulouse, c'est pas quoi, on ne les connaissait pas tous, hein. On croyait connaître tout le monde, mais on ne les connaissait pas tous, hein. Ouais, mon père et ma mère, surtout ma mère, avaient la capacité de recevoir. Elle savait recevoir. Et quand il y avait une manifestation politique, il y avait le président de la République espagnole en exil qui venait, il y avait Prieto qui venait, il y avait Jiménez Asúa qui était le président de la République espagnole qui venait, et ils venaient manger à la maison. Ça fait qu'on avait des relations extra par rapport aux autres. Oui. Il y avait un petit peu de jalousie. Ah, Voilà. oui, Voilà. Pourquoi? Parce que ma mère avait connu la Sagna, elle avait été élevée chez la Sagna et tout ça. Et tout ça fait que ça fait un tout. Et souvent, on a eu Prieto à la maison, on a eu Jiménez Asúa, on a eu, disons, certaines célébrités de l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, quand votre père a quitté Barcelone, vous avez raconté dans la petite camionnette tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des archives dans cette camionnette. Oui, les archives de la République. Vous savez ce qu'elles sont? Ah, je ne sais pas. En tout cas, votre père, quand il a s'en laissé le occupait camion, plus. ou alors il a laissé tout ça là, et puis est-ce que ça a été pris, je ne sais pas, ou alors il les a laissés en dépôt. Je crois qu'il a laissé en dépôt ces archives quand tous les ministres et tout sont passés par derrière, ils ne sont pas passés par le Pertus, ils sont passés par un village en haut. Et ils se sont réunis dans une espèce de moulin, et je crois que les archives ont été déposées là. Je ne sais pas. Oui, mais en tout cas, vous n'avez pas... Je ne sais pas. D'accord. Donc, et du coup, là, par rapport à la transmission, donc, ce que j'ai vu, c'est surtout votre mère qui vous a raconté? Ma mère, l'Angelita, et Oui. mon père un petit peu, Et évidemment. votre père un petit peu. Parce que ma mère, chaque fois elle m'en parlait, mais chaque fois, par exemple, quand il y a une émission à la télévision, maman, viens voir à la télévision, viens voir. Donc, il y a le passage du Pertus. Elle ne voulait pas le voir. Ah. Elle ne voulait pas le voir. La pauvre, elle ne voulait pas le voir. C'était douloureux. Elle n'a pas vu ma mère. Oui, bien sûr. Et les autres personnes, moi je parle de moi, mais combien qui ont passé pire. Nous encore, on a eu la chance d'avoir un camion avec mon père. Ceux qui sont arrivés à pied. Hein. D'un côté, comme je disais souvent, nous, on a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance. Et donc ça, on vous l'a raconté, et vous-même ensuite, vous avez voulu le raconter, cette histoire-là? Ah ben oui. Très vite. Chaque fois qu'on me pose la question, je raconte comme je peux. Parfois je les oublie, parfois je fais des compléments. D'accord. Parfois je me trompe. Oui, ça peut arriver. Et au sein de votre famille aussi? Au sein de votre famille aussi, c'est des choses que... Non. Mon frère, ma soeur, on n'a pas parlé de ça. Non. D'accord. Il n'y a qu'avec ma mère, surtout. Votre mère. C'était beaucoup plus confidentiel. Avec l'Angelita Torres, surtout, avec elle. D'accord. Souvent l'Angelita, parce que j'allais souvent chez elle. Quand j'allais chez elle, c'était des amoureux de la zarzuela. Et c'est là que j'ai appris la zarzuela. Toutes ces opérettes, que je suis amoureux de la zarzuela. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. Au point de vue zarzuela, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Et je chante, je sais les chanter. Très bien. Oui, des chansons de ma mère en plus. Oui, c'est Parce que ça. ma mère chantait énormément, elle aimait chanter, Impero Argentina, toutes les grandes chanteuses de l'époque, aimaient bien. Et même les françaises. Les françaises qui chantaient. Il y avait Rina Ketty, Sombrero Semanti, je crois, et après il y avait l'autre qui chantait. Il y avait, qui c'est qui avait appelé nos chanteuses françaises, non. Je ne me rappelle plus. Non, c'est pas grave. Et vos parents, entre eux, ils parlaient espagnol? Eh bien, chez nous, on parle espagnol, oui. Chez vous, vous parlez espagnol? Mon père n'a jamais dit on parle français, non. Donc vous avez appris le français à l'école? Dans le quartier, à l'école. Voilà, c'est ça. Et ensuite, entre exilés et enfants d'exilés espagnols, vous parliez plutôt On parlait français. Français. On parlait français. Non. Il n'y a que moi qui faisais uselle parfois, je parle espagnol. Quand je sais qu'il y a un espagnol en face de moi, j'aime bien parler espagnol. Ah oui, d'accord. Voilà. Je me fais reconnaître. J'aime bien. D'accord.
Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre sur toute cette histoire? Je crois que même que j'en ai trop dit. Non, on n'y jamais trop. Je crois que j'en ai trop dit. Ben, merci beaucoup. Mais c'est rien, ça a été avec plaisir. C'est pour nous. Ça a un bon processus en définitive. Mais moi, je n'ai pas calé pour une fois. Non, non. Moi, je n'ai pas trop pleuré, c'est ce qu'il fallait. Bravo. Ah, mais au début, c'était terrible. Oui, quand vous avez commencé à en parler. Surtout le moment du boulot, là, le moment du boulot, que que mon père me raconte et que ma mère me raconte. D'un côté, lui, de son côté, quand il avait le fait que sa femme était là-bas, et ma mère, le fait que mon père n'était pas là, c'est terrible. Ouais, séparation est très dure. Là. Séparation très dure, bien sûr. Et voilà. Il faut le faire, ça. Hein. Ouais. Précis. Une belle. Et ils n'avaient rien. Il y a des gars, ils ont fait des trucs extraordinaires là, hein, dans des maquettes comme ça. Il y en a qui faisaient des moules, des avions, il y en a qui peignaient, il y en a qui... Mon père, c'était ça qui l'intéressait. Ouais, c'est joli. Tu n'as pas parlé de l'aide que vous receviez, des Pas. colis. Tu n'as pas parlé des colis que vous receviez. Des colis. Oui. Ah, ben on n'a pas parlé, ben oui, Ouais. mais on recevait en 44, 45 là, d'ailleurs il y a une photo qui est là, on recevait des colis des Quakers. On en a déjà entendu parler. Oui. On recevait des colis des Quakers et on en avait reçu. Je ne sais plus ce que j'en suis maintenant, moi. Et d'ailleurs, j'ai essayé de retrouver comment ça s'appelle ça, le produit. C'est un produit sud-américain. Ah, et on ne sait pas où c'est que je l'ai foutu. Et alors, là, on dit, mais il fallait se... Non, je ne l'ai pas, je sais pas où je l'ai foutu. Oui, mais toujours pareil, on recevait des colis. Tout le monde recevait des colis. Et d'autres, par exemple, il y avait l'aide, disons qu'aussi, de la Croix-Rouge suisse, ou alors des Norvégiens ou des Suédois qui prenaient des républicains espagnols, des fils de républicains espagnols, disons, et qui les envoyaient en Norvège et autres. Alors on recevait des colis, des des Quakers, il y avait de tout dedans. Hein. Ah, c'était bon. Surtout les cajitas, ce qu'ils appellent les cajitas. C'était des boîtes de lait comme ça, mais qui mélangeaient avec à l'intérieur, il y avait du lait. Je sais pas, l'étiquette, je me rappelle, c'était une tête de chèvre, et avec dedans, il y avait tout un tas de produits. C'était comme du lait concentré. Qu'est-ce que c'était bon! J'en ai encore le souvenir. Extraordinaire. Las cajitas. Et après, qu'est-ce que je voulais? Et puis, c'est tout. Voilà, j'ai répondu à votre question, chère Jacqueline. Il y a d'autres éléments que tu aimerais... C'est une question brute, je dis. Hein. Je ne veux pas vous raconter les trucs de la guerre d'Algérie non plus. Ça ne vous intéresse pas. C'est un autre sujet. Ça t'est complètement pas. C'est un autre sujet. Ouais. Mais par contre, le fait que maintenant, encore maintenant, il y a des tensions entre les Espagnols, à la Casa Espagne, c'est terrible. C'est terrible. Voilà une communauté Casa Espagne qui devrait recueillir tous les Espagnols, toutes les catégories. Il y a des chapeautages qui se font entre clans et entre partis. Voilà. Ouais. Dommage. Ça, c'est... Très bien. Merci. De rien, ça fait plaisir. Merci les caméramans.